Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast numéro 44, oui 44 déjà. Nous voilà réunis aujourd'hui avec Gilles Hossein. Bonjour. Giggs. Bonjour. Et Alessia. Bonjour. Comme d'habitude, un petit bonjour à Calabès et à Mervyn Tonnel, les habituels acolytes du podcast qui sont, pour des raisons diverses et variées, pas présents avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer comme d'habitude par les news. Gilles Hossein, tu peux nous parler des petits soucis techniques qu'a connu Elbakin.net récemment ? Heureusement qu'on n'a pas de bande-son, sinon on aurait failli mettre le Requiem de Mozart. Mais non, oui, on a eu de gros soucis, comme vous avez peut-être pu le constater, suite à un hack en octobre, sans rentrer dans les détails, mais des piratins ont voulu pirater le serveur où on est hébergé pour en hacker un autre, en fait. Du coup, ça a entraîné pas mal de soucis. Nous sommes un dommage collatéral, tu veux dire ? Un peu, ouais. On a essayé de on a d'abord commencé par vouloir colmater les brèches, et puis ça n'a pas tenu, donc on a dû se résoudre à une réinstallation complète du site, ce qui est forcément beaucoup plus long. Et pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, on peut dire que ça a un peu accéléré les choses pour la prochaine version du site. Donc tant qu'à faire, on va pas dire que c'était une bonne nouvelle. Mais voilà, il y a quand même du positif à en retirer. Et puis maintenant, le site est revenu donc totalement opérationnel. Donc voilà, c'est réglé, mais ce fut quand même assez éprouvant. Il est revenu opérationnel à 4h36 du matin, c'est ça ? Non, mais des mails ont été échangés très tard pour ça, oui, c'est sûr. Bon, parlons de choses plus réjouissantes et sans doute très attendues par pas mal d'entre vous. Alicia, une première des choses qui débarquent. Oui, la première photo de l'adaptation en mini-série de Jonathan Strange et Monsieur Norrell. Donc la première image est parue, à vous d'aller voir sur le site pour voir si cela correspond à ce que vous imaginiez. Pour ce qui est de la date de sortie, c'est encore très très mystérieux, quelque part en 2015. C'est tout ce que vous saurez. Peut-être début 2015, mais c'est pas sûr du tout encore. Donc, Encore un peu de patience. Autre chose, en ce qui concerne des choses plus certaines, cette fois, Gillo, le premier trailer de la version Telltale de Game of Thrones. Oui, donc Telltale, on les connaît pour leurs jeux inspirés de The Walking Dead ou plus récemment de Fable, le comics. Et donc là, on savait qu'ils avaient récupéré la licence Game of Thrones, mais donc essentiellement basée sur la série. Ce qui fait que d'habitude ils ont des productions assez cartoon, et là on a pu découvrir avec quelques photos et le premier trailer du jeu que forcément ils se sont beaucoup inspirés du design de la série, mais même pour la tête des personnages, et c'est un petit côté moche. Production je trouve ça moche. Jeu Cryo de 1998 pour ceux qui se souviennent de ce studio. Pour ceux qui étaient nés. Donc c'est vrai que quand même, le rendu est quand même assez spécial, et il faudrait peut-être qu'ils se décident à investir un peu d'argent tout simplement pour améliorer un peu la technique de leur jeu, parce que forcément ça brille, leur jeu brille souvent par leur scénario, etc. Mais bon, c'est encore mieux que ça suive aussi. Graphiquement, t'as le côté cul entre deux chaises en fait, concrètement. Ok, mais est-ce que c'est quand même des jeux qui se vendent, qui fonctionnent, qui rencontrent un public, oui, un succès ? mais avec un design d'habitude cartoon, parce qu'ils sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Okay. Sauf pour Fable où il fallait quand même que ça respecte un peu le comics, mais justement ça s'y prêtait plus. Dont on va parler. Alors, on continue sur les actualités. Un anniversaire dans un univers qu'on connaît bien. Ah oui, oui, donc c'était aussi cette semaine les 90 ans du troisième et dernier fils, parce qu'il avait aussi une fille, de Tolkien, donc Christopher, qu'on connaît notamment pour ses positions très tranchées vis-à-vis des films de Peter Jackson. J'espère qu'il n'a pas vu ceux du Hobbit. Et du coup, c'était ses 90 ans cette semaine, donc c'est quand même une date importante, sachant qu'il a énormément contribué à l'œuvre de son papa. Donc, à la publication post-mortem des choses qui n'avaient pas encore été. Il fallait évidemment le signaler. Voilà, Giggs, une petite nouvelle qui concerne la vidéo, là encore ? Une dernière news qui est tombée il y a quelques jours. Là, il y aura bien une saison 2 pour l'Attaque des Titans en 2016. Donc, moi je suis très impatient. Et on a également donc ça vous laisse le temps de regarder la saison 1. Ça laisse le temps de regarder la saison 1, regardez-la si vous l'avez toujours pas vue, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et on a également les images du film live qui sont arrivées, et juste des affiches de personnages. Des affiches de personnages, oui.
Et où là, pour le coup, je serais beaucoup plus circonspect. Ouais, exactement. Tu vois déjà en fait des changements entre l'anime et les affiches, ne serait-ce qu'au niveau des armes de certains personnages, par exemple. Il y a des. Tu dis un peu de tout et n'importe quoi. Je veux dire, autant il y a quelqu'un qui a un lance-roquette et ensuite t'as une image avec une fille qui a un arc, tu vois. Enfin, je veux dire. Et ça fait pas le même effet, un lance-roquette et un arc. T'es en train de me dire, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend des flèches. Tu t'as pas vu les Golas tirer, non? Peut-être des roquettes au bout des flèches. Hein. On ne sait pas. Ça peut être un melting pot. Bon, maintenant que les nouvelles sont un peu épuisées, passons à notre débat du jour. Comme nous vous l'avons annoncé en forum, puisque désormais nous annonçons les sujets des podcasts un peu à l'avance quand on peut en forum, nous allons parler de cet auteur qui est mystérieux pour certains, carrément une idole pour d'autres, et qui en tout cas ne peut que donner l'occasion de discuter de beaucoup de choses diverses et variées. C'est Neil Gaiman. Neil Gaiman est un auteur anglais. On va essayer de vous le présenter sous toutes ses facettes, qui sont nombreuses vraiment. Voilà. Commençons donc à entrer dans l'univers de cet auteur si particulier. On peut commencer peut-être par une courte bio, Gilles Lawson ? Oui, alors on va essayer de faire court, parce que bon, les bios, c'est quand même pas ce qui est forcément le plus palpitant, hein, même si, grâce à mon formidable talent de conteur. Bref, je m'embrouille déjà. Ne partez pas, ça va être bien. Non, tout simplement, on peut rappeler que Neil Gaiman est né en 1960, donc en Angleterre, mais ça fait maintenant longtemps qu'il est installé aux États-Unis. Je te coupe tout de suite, c'est quand même important, cette idée de culture anglo-saxonne est quand même importante dans son univers. Ah oui. On sent une vraie différence par rapport à des auteurs américains classiques. Mais comme il dit lui-même, maintenant ça fait, comme il disait il y a quelques années, ça fait... Bon, à l'époque, ça faisait 12 ans qu'il était installé dans un pays où le participe passé de shit, c'était shit aussi, hein, ça devrait être chat en anglais, mais bon. Voilà, c'est le genre de choses qu'on apprend en traversant l'océan. Et... ça commence bien, je sens. Bon, alors oui, en fait, bon... Mais, enfin, je sais pas, moi, c'est parce que pour moi, je le considère un peu comme Guy Garriga, c'est-à-dire qu'il a ce côté, quoi qu'il arrive, style An Englishman in New York, quoi. Il y a un côté complètement... Oui, mais on verra plus tard qu'il a aussi essayé de s'en détacher D'accord, au niveau intéressant. en tout cas de son œuvre, pour ainsi dire. Pour en revenir à la biographie, oui, après on peut éviter, je voulais éviter personnellement de répéter les mêmes clichés, hein, comme son premier ouvrage publié qui fait une biographie de Duran Duran, son amour des sushis. J'ai quand même vu des gens lui en offrir au Salon du Livre en 2007. Je sais pas depuis combien de temps les sushis attendaient dans la queue, mais moi je les aurais pas mangés. Il y a des nuisibles partout. Bon, ou alors sa boutade très connue, comme quoi il est devenu auteur pour n'avoir pas à se lever le matin. Ça marche aussi avec les traducteurs. Voilà, ou je pense pas que ça intéresse aussi les gens de savoir que sa mère était pharmacienne ou pharmacien. Par contre, le travail de son père peut être intéressant. Oui. Son père était membre de l'église de Scientologie. Et donc, c'est aussi quelque chose qui... c'est un travail, finalement. Ouais, il était payé pour ça. Et donc, du coup, même si... Enfin, il y a toujours cet aspect-là qui ressurgit, notamment dans l'océan au bout du chemin dont on reparlera tout à l'heure. Mais c'est quelque chose avec lequel il a vécu, dont il a essayé de se détacher, qui revient quand même tout le temps. Et c'est quelque chose qui est quand même, je pense, important dans sa construction. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Neil Gaiman, c'est quand même une des rares vraiment stars du milieu, entre guillemets, puisque, voilà, je veux dire, on peut le mettre à côté de Martin, justement, etc. Il éclipse largement d'autres auteurs. Ouais. Alors, moi, sur ce truc-là, j'ai une petite anecdote qui vient des Utopiales, et c'est là où on est toujours censé, nous, se remettre un peu en question sur la portée ou la pertinence de ce qu'on croit être important dans le microcosme SF Fantasy. C'est Jérôme Vincent et Neil Gaiman sur la grande salle en pleine conférence aux Utos. La salle est remplie, il y a du monde partout, tout le monde a l'écoute serrée, et il y a deux mecs qui passent et qui visiblement regardent de loin ce qui se passe sur scène sans vraiment s'intéresser, et un des mecs dit à son pote mais c'est qui ce type pour qu'il y ait autant de monde? J'étais là, j'ai les bras m'en tombent, quoi. On est aux Utos, il a payé son entrée, il sait pas qui est Neil Gaiman, j'ai un peu mal. C'est Zlatan, quoi. Oui, Gilo. J'ai cru qu'ils avaient demandé c'était qui le mec à côté de Jérôme Vincent. C'est presque ça, Jérôme, si tu nous écoutes. Mais oui, et c'est vrai que c'est aussi un auteur qui sort justement de notre microcosme. J'ai toujours un livre dans mon sac. L'autre jour, c'était un Neil Gaiman.
tout le monde m'a fait « Oh, tiens, oui, j'ai lu ça. Ah, je connais, on m'en a déjà parlé, etc. » Donc, il transcende vraiment les frontières du genre. C'est au-delà vrai du qu'on fandom. parle de lui aussi je sais pas, quand il vient en France, on peut retrouver des articles dans l'IB, etc. C'est vrai que c'est quand même très rare pour un auteur estampillé imaginaire, finalement. On parlera peut-être après des raisons qui font qu'il est un peu transversal au niveau. Oui, au il est très souple. C'est pas du tout ce que je voulais dire, je n'en sais rien. J'ai une photo de juste à côté de lui, mais je n'ai pas testé sa souplesse. Je suis désolée de te le dire. Non, mais c'est surtout le fait qu'il est transversal sur plusieurs univers est peut-être dû aussi à son mariage dont on parlera peut-être un petit peu c'est la rubrique avec People. The Famous. Oui, faisons un peu de People, ça ne nous arrive pas souvent. Et n'oublions pas les Wouvian aussi, qui sont extrêmement nombreux. C'est ça. Donc, alors voilà, abordons les Après, raisons on peut tout de même aussi rappeler que l'auteur a commencé en tant que journaliste, même si c'est aussi beaucoup, et en grande partie au culot d'ailleurs. Parce que faut savoir que par exemple à 22 ans, c'est lui-même qui a démarché en sachant que Gene Wolfe et comment il s'appelle déjà, Robert Silverberg allaient venir à Londres pour une convention justement de SF. C'est lui-même qui a démarché des magazines, dont Penthouse, je précise juste comme ça, pour proposer de les interviewer, justement. Après, il a aussi écrit une biographie de Douglas Adams, l'auteur du Guide Galactique, dans un style qui rappelle justement celui de l'auteur, parce que c'est aussi une des choses dont Gaiman parle, c'est qu'au départ, avant de forger son propre style, il s'est aussi beaucoup inspiré de ses lectures, et il était apparemment, d'après lui, très doué pour imiter justement le style d'autres auteurs. C'est un conseil, enfin, de sa part, c'est un conseil et une admission intéressante, de dire, bah oui, moi quand j'ai commencé, j'hésitais pas à copier et à m'inspirer de ce qui me semblait être de qualité. C'est plutôt, après c'est vrai qu'il faut savoir en sortir pour éviter le pastiche ou ce genre de ou choses. le plagiat. C'est conseillé pour commencer. Ou le plagiat, oui, ce qui est plus grave que le pastiche à la limite. Mais après, dans ses débuts, il travaillait aussi dans la scène anglaise de l'industrie du comics. Donc là, on est toujours au cours des années 80. C'est là notamment à cette époque qu'il a fait la connaissance d'Alan Moore. Donc Alan Moore, on va pas quand même présenter. C'est qui C'est qui ce mec à côté Alan Moore, à côté de Jérôme Vincent. Vas-y, faisons Watchmen, comme si personne. Fromel et tant d'autres de Swamp Comics Thing, adaptés, voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui lui c'est ce travail dans l'industrie du comics qui lui a ouvert les portes de DC, donc aux États-Unis, puisque DC avait découvert Alan Moore, et ils se sont dit est-ce qu'il y a peut-être d'autres auteurs anglais qui pourraient avoir le même succès et qu'on pourrait rapatrier chez nous justement. Et donc c'est aussi comme ça que tout a commencé. Clairement, j'ai le souvenir de cette interview aux Uto où il disait que pour lui, l'apport de lui-même et de son dessinateur, ça y est, je vais encore oublier son nom, voilà, au moment de leur arrivée dans l'univers du comic américain, c'était vraiment un apport à la fois sur le dessin, les idées, tout ça, mais d'une différence culturelle qui avait certainement beaucoup intéressé d'ici et beaucoup permis de les marquer comme étant les auteurs du renouveau du comics américain. Ça, c'est un angle que plein de gens connaissent pas en fait, parce que c'est vrai que finalement quand on est lecteur de comics, moi je le suis depuis longtemps, il y a des gens pour qui c'est pas très intéressant, enfin pas très intéressant, c'est pas le terme, qui ne s'intéressent pas tellement au nom du dessinateur, voilà, qui suivent l'histoire comme on suivrait une histoire écrite, sans pour autant s'attacher On est souvent plus attaché au personnage que... Voilà, et pourtant ça définit beaucoup de choses dans la vie des super-héros. J'imagine que vous savez tous comment Batman est dessiné différemment selon les auteurs. Bref, alors est-ce qu'on peut aborder... donc on parlera plus tard de sa transversalité dont je parlais tout à l'heure et de son mariage avec Amanda Palmer, ou on en parle maintenant plus tard? Spoiler. Oh mince. Pour ceux qui ne le savaient pas, tant pis, attendez, on va vous en parler plus tard. Les œuvres cultes alors de Neil Gaiman, selon alors là encore c'est selon notre vision à nous, on prétend pas tout couvrir, hein, on prétend pas avoir tout. Là par exemple on va commencer par les romans, mais c'est vrai qu'il a fait aussi beaucoup, moins dans ses débuts, parce que là on va se lancer dans une approche qui est peut-être un peu plus chronologique, mais c'est vrai que je préfère préciser maintenant que par exemple il a fait récemment, ces dernières années, il a fait aussi des titres
vraiment, enfin jeunesse dans le sens vraiment pour les petits, enfin les tout petits, genre 6-8 ans, des choses comme ça. C'est vrai qu'on va peut-être moins s'y attarder dans le cadre de ce podcast qui risque déjà d'être assez long. Et puis parce que simplement c'est moins rattaché à la fantasy pure et dure entre guillemets, puis même si Gaiman n'a jamais fait de fantasy épique, par exemple. Dommage. Mais c'est vrai que quand on parle de Mes cheveux fous, c'est très joli, c'est très bien dessiné, c'est très intéressant, mais c'est vraiment, enfin, à mon sens, c'est vraiment pour les enfants et il n'y a pas de, c'est pour les enfants dans un sens imaginaire jeunesse et il n'y a pas d'attention particulière à un univers fantasy particulier. Non, là, c'est vraiment pour les jeunes lecteurs, pour leur offrir une amorce vers ces univers-là, mais c'est aussi pour les néo-apprenants. Donc au niveau de la langue, c'est très 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 simple, très barré, fluide, et très barré quand même. Et très barré, c'est ça qui est génial. Oui, c'est vrai que ça reste empreint de son style à lui, mais après voilà, c'est peut-être pas ici qu'on en parlera le mieux ou le plus en tout cas. Mais si on veut commencer donc par les romans, donc on va commencer par De bons présages dans ce cas-là. Alors pour resituer un peu De bons présages, désolé, ça va être un peu l'historique. Alors, il faut savoir que justement donc Gaiman, journaliste, a été un des premiers à interviewer Terry Pratchett à l'occasion de la sortie de La 8e couleur en Angleterre, parce que à l'époque donc c'était son premier roman à lui aussi. Et 3 ans après avoir discuté tous les deux, parce que Gaiman est un des premiers à avoir fait une interview où on emmène l'auteur, enfin pour Pratchett, où on emmène l'auteur carrément, on déjeune avec lui et on recueille ses confidences, etc. C'est un pionnier du néo-journalisme, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais disons que pour Pratchett, elle a aussi retenu ça, parce que c'était la première fois qu'en tant qu'auteur, voilà, on l'invitait carrément. Enfin, verser des pots de vin, d'accord, ok. Non, mais non. Bref, moi, j'ai voulu rajouter encore une anecdote, je vois que ça ne sert à rien, merci. Donc 3 ans après avoir discuté tous les deux d'un début de roman écrit par Gaiman et qui ne menait à rien, justement De bons présages, c'est Pratchett lui-même qui le rappela en lui expliquant qu'il savait ce qui se passait ensuite. Il faut savoir qu'à cette époque, donc Pratchett avait donc quelques romans derrière lui, mais c'était donc les Annales du Disque Monde se vendaient bien, mais là aussi c'était loin d'être star qu'il est devenu. L'énorme vendeur qu'il est maintenant en Angleterre ou même ailleurs dans le monde, mais surtout en Angleterre. Et donc finalement, avec le recul, on pourrait s'imaginer qu'à l'époque c'était vraiment Pratchett qui écrasait Gaiman dans la contribution en fait des deux, alors que finalement c'est beaucoup plus l'écriture était beaucoup plus en osmose et à 4 mains vraiment. Voilà. Et d'ailleurs le roman a été écrit ensuite en 9 semaines. Petite anecdote, je trouve toujours ça rigolo de dire qu'on écrit à 4 mains, puisque quand même quoi qu'il arrive, chaque auteur écrit à une main, sauf si on considère que tout le monde tape désormais sur son clavier pour écrire. Et là, on se retrouve dans le cadre du piano. Et 2 doigts. Ok. T'es ambidextre, tu peux écrire avec 2 mains, mais bon. En tout cas, ils ont mis 9 semaines et pas 9 semaines et demie. Bon, voilà, je m'arrête là. Je l'attendais tellement. Mais je l'ai pas noté dans le plan, je le signale pour nos auditeurs. Et Gaiman lui-même considère d'ailleurs avoir vécu une sorte d'apprentissage du métier d'écrivain en collaborant avec Pratchett à cette occasion. Il y a pire comme mentor. Oui, ça c'est sûr. Et ce fut donc le premier roman de Gaiman, donc même si donc on l'a vu, enfin on l'a mentionné en tout cas, il s'était déjà illustré dans le comics à l'époque, mais donc en 90 en anglais, en 95 en français, et donc à l'époque de la parution anglaise, il avait donc 30 ans pour son premier roman. Mais oui, donc on l'a précisé, et parmi les œuvres de comics qu'il avait déjà pu faire paraître à l'époque, en 87 il y avait Violent Cases justement avec Dave McKean qu'on a cité, sans parler de Sandman qui avait commencé en 88, mais on y reviendra. Donc voilà, mais en tout cas au niveau roman, c'est le premier. Ok. Le roman suivant qui présente son importance, pardon Alessia. Oui, non, je voulais juste te dire que De bons présages, il y a toujours ces bruits sur une adaptation qui sera ou ne sera pas faite. Et donc, lorsque j'ai pu rencontrer Neil Gaiman pour la présentation de L'Océan au bout du chemin, c'est intéressant de noter que c'est la seule question auquel il n'a pas répondu. L'enquête progresse. Moi qui suis un grand néophyte et qui ai entendu beaucoup parler de bons présages, et notamment par des gens qui aiment pas la fantasy et qui pourtant ont adoré ce roman, c'est plutôt quoi ? C'est de la fantasy urbaine, Clairement. J'ai entendu parler moi d'une collaboration entre un ange et un démon qui veulent éviter la fin du monde. C'est ça. D'accord. C'est très bien résumé. Ok. Voilà, n'en dis pas plus, tu spoilerais. Voilà, tu es prêt à le lire. Là. Juste préciser que comme tu peux t'y attendre, il y a beaucoup d'humour, évidemment. Oui. Je m'y attendais pas. De la part de Pratchett, c'est surprenant quand même, c'est un auteur sérieux. Extrêmement triste. Oui, enfin, ce qui est rigolo, c'est que c'est un roman qui plaît même aux gens qui
par ailleurs, n'ont pas de goût particulier pour l'écriture de Gaiman. Donc voilà, on peut dire que ce roman qui semble particulier dans l'univers de Gaiman, il est quand même assez proche de son univers, du reste de son univers, mais les gens franchissent souvent pas le pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne leur semble pas reconnaissable dans... c'est ce que tu disais sur le fait que finalement Pratchett n'a pas tant que ça pris le dessus sur l'écriture de Gaiman. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut avoir apprécié De Bons Présages et pas être sensibilisé aux autres écritures de Gaiman. Il me semblait en plus avoir lu quelque part que Pratchett disait que c'était surtout Gaiman qui avait écrit De Bons Présages. Oh, là-dessus, c'est un peu plus partagé. Je sais que Gaiman, justement, lui, il dit plutôt qu'en général, par exemple, lui, il écrit une scène, Pratchett écrivait une scène. Parfois, donc, lui, il relisait une scène de Pratchett. Parfois, l'inverse. Et finalement, dans certaines interviews, Pratchett disait qu'il avait écrit telle scène, et en fait non, c'était Gaiman qui l'avait écrite, et inversement Gaiman croyait avoir écrit telle scène et c'était Pratchett, enfin voilà quoi. C'est deux gentlemen anglais de toute façon, fusionné ils ont dans le genre non mais je n'en ferai rien, très cher, tout ça, donc mais c'est vrai que du coup en tout cas pour ceux qui ont franchi le pas et qui l'ont lu, il me semble que De Bons Présages reste souvent une référence. En tout cas un ouvrage qui a qui attire vraiment la sympathie, on va dire. Ok. C'est pas forcément le cas de Neverwhere, et pourtant, il faut bien le dire, c'est pas un roman qui fait la même unanimité. Non. Oui, Giggs, non, direct. Bah, en fait, moi j'allais dire oui, mais concernant Neverwhere, oui, donc publié, je vais le préciser tout de suite, en 96 en Angleterre et en 98 en France, et ça s'est raccourci le délai, on passe de 5 ans à 2 ans. On connaît tous l'histoire, beaucoup de monde connaît l'histoire en tout cas, mécontent du traitement de son script pour la mini-série produite par la BBC qui a donc précédé le roman. Gaiman décida d'en tirer justement un roman. Bonjour la répétition. En fait, l'auteur commence à écrire son ouvrage pendant le tournage, donc là aussi même s'il garde en effet un très mauvais souvenir de la série TV. Et notamment d'une vache qui est utilisée à la place d'un autre animal dans la série. Ah bon ? Oui, pour lui c'est un peu... voilà. Bref, si vous pouvez toujours la regarder, elle n'est pas non plus si catastrophique, et vous comprendrez évidemment si vous avez lu le roman. Mais d'ailleurs il considère que c'est pas vraiment, ironiquement, que c'est pas vraiment son premier roman solo, parce que justement il était... justement du fait de réadapter un script. Mm-hmm. Donc je trouvais ça assez amusant à le signaler. Et parmi les personnages les plus marquants, là dans ce roman-là, c'est vrai qu'il y a souvent le duo d'assassins Krupp et Vandemar qui ressortent, et que l'auteur avait en réalité inventé dès 18 ans. Enfin, dès ses 18 ans. Giggs. Alors, c'est rigolo quand tu dis qu'il a commencé à écrire le roman pendant le tournage. Moi, je l'imagine sur le tournage en train d'écrire à côté pendant que les acteurs sont en train de jouer. C'est marrant. C'est fréquent qu'il y ait des scénaristes qui réécrivent pendant que les acteurs jouent, en fonction de même le plateau. Ouais, en fonction de comment joue l'acteur, ou en fonction de ce qu'il voit être en train de ne pas fonctionner justement. Je pense que si lui, il y avait une énorme déception par rapport à l'attente qu'il avait sur ce qu'il avait écrit, je pense qu'à ce moment-là, il se dit mais non, on coupe. J'imagine qu'il était moins bankable que King, qui lui pas content de ses adaptations refaisait des adaptations qui du coup se viandaient encore plus. C'est ça que je trouve rigolo du coup, c'est de l'imaginer sur le tournage, dire non mais ça super ne marche vénère. Pas du tout, et réécrire le truc avec un nuage noir au-dessus de la tête. Non, bon ok. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une expérience particulière, parce que comme il le dit lui-même, voir que certaines idées qu'il avait développées dans le script, certains personnages n'ont pas été utilisés, ou utilisés de façon totalement différente de ce qu'il avait imaginé, forcément ça... Pour un créateur, j'imagine que ça donne envie de se réapproprier son œuvre. C'est sans doute pour ça qu'on dit beaucoup à propos des adaptations que souvent les réalisateurs ou les scénaristes qui scénarisent d'après une œuvre aiment pas tellement avoir l'auteur derrière leur dos sur un tournage, parce que c'est difficile de se confronter à la réalité de la vision de celui qui a inventé les choses en premier lieu, quoi. Bon, est-ce que Giggs qui est en plein dedans, hein, je suis en plein dedans, j'en ai lu. Il peut nous donner son impression de j'aime pas. On sent l'enthousiasme. Franchement, je l'ai commencé, j'étais plutôt enthousiaste et. Alors, qu'est-ce qui te plaît pas, l'univers? Alors, ce qui me plaît pas. Moi, je vais commencer peut-être par ce qui me plaît déjà. Ça va être plus court. Ça va être plus court, ça va être plus vite. Il y a effectivement les personnages Krupp et Vandemar qui sont intéressants. Ensuite. J'ai l'impression
je passe à ce que j'aime pas du coup. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vu. Déjà, tout vu. C'est du Alice au Pays des Merveilles, un peu transposé. Il y a pas mal de maladresse de jeunes auteurs, pas mal d'adverbes utilisés, de choses comme ça. Je trouve ça assez lent, alors que pourtant le roman est court. J'en suis au premier tiers. Le personnage principal est vraiment très énervant. Il a un côté Garion. Il a un côté Garion dans la Belgariade, quoi. Oui, en plus il s'appelle Richard Mayou. Donc c'est Richard aussi dans l'épée de vérité. Oui, voilà. Je vote Garion entre Richard et Garion. Mais... Non, mais il a un côté vraiment très très agaçant. Non, j'accroche pas du tout. J'accroche pas du tout. J'accroche pas moyennement. Et la métaphore sociétale, non, je sais pas. Alors par contre, la métaphore sociétale, elle est intéressante. Non, parlons point. Mais il vient de dire que c'était intéressant. Non, mais ça par contre, effectivement, le côté, on voit plus les marginaux, ils disparaissent aux yeux des gens d'en haut, entre guillemets. Ça, effectivement, c'est intéressant. Après, j'ai pas assez avancé dans le roman pour voir. Enfin, au moins, celui-là, on te dira pas comme pour Fitz, tu verras, ça démarre au 2e tome. Ah bah non, ouais, l'avantage, c'est que je le finis, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Il n'y a pas 600 pages à attendre. Pourtant, moi, Neverwhere, voilà, c'est le roman qui m'a fait découvrir Gaiman quand il est paru en France, donc en 98, et c'est par ce roman-là que j'ai découvert son style, sa plume, et tout de suite, l'étrangeté de l'univers m'a donné envie de me pencher plus avant sur ses œuvres, quoi. Mais bah tu vois, moi je trouve pas ça tellement étrange en fait. C'est parce que t'es déjà barré dans la tête. C'est ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Et la fille, c'est une porte, mais c'est très non. Non, elle ouvre des portes partout, mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà. J'ai déjà vu Monster et compagnie. Mais y a pas de problème. Pourquoi des portes, une porte, quoi. Les parloras, pareil. Bon, je trouve pas ça d'une originalité folle. Enfin, alors peut-être que j'ai un peu de mal avec le genre urbain. On peut dire ça, ouais. On peut dire qu'en général, tant que c'est pas épique, tu as un peu de mal. Mais le pire, c'est que j'aimerais bien apprécier, si tu veux, parce que je sens qu'en fait, pour l'instant, je passe un peu à côté de. En même temps, de tout un pan de la fantaisie. Ouais, aussi, voilà, bah c'est pour ça que je l'ai attaqué, tu vois. En même temps, tu lis un roman qui finalement, tu lis maintenant un roman qui finalement a bientôt 20 ans. Voilà, quand tu dis que t'as peut-être lu d'autres. T'as peut-être vu ce que tu vois dans le roman ailleurs. Oui. Après, voilà, il faut aussi le replacer dans son contexte peut-être. Mais c'est aussi beaucoup mon problème, c'est que j'ai l'impression de démarrer les romans trop en retard, comme quand j'ai attaqué la Belgariade. Tu es né beaucoup trop tard. Ou tu lis beaucoup trop tard. Je lis beaucoup trop tard et trop lentement. Bon, donc Neverwhere, un roman peut-être un peu de jeunesse pour Gaiman, mais un roman crucial pour entrer dans son univers. Moi, c'est un des rares que j'ai pas lu, donc et j'ose pas. En fait, c'est vraiment le roman sur lequel je me dis j'ai tellement peur d'être déçu, donc voilà. En même temps, ça remettrait pas en cause ce que t'as aimé à lire. Pas du tout. Mais enfin, quand on aime vraiment un auteur, souvent, enfin moi, j'ai en tout cas pas envie d'être déçu par un de ses romans. Donc je me dis peut-être plus tard, on sait pas. Et puis il en écrit toujours beaucoup, il est assez prolifique, donc passons à Stardust, qui là va certainement parler à plus de gens, puisque on est sur le livre adapté en film. Il y a eu effectivement un film avec notamment Robert De Niro dans son plus mauvais rôle. Mais... De Niro, Michel Pfeiffer, Claire Danes, c'est Claire Danes. Ah oui, avec Claire Danes, avant Homeland. Ouais. Comme quoi elle fait pas que des daubes. Non, j'ai bien aimé Homeland. Mais donc pour en revenir au roman, donc alors, faut savoir qu'il a été, je vais revenir donc une fois de plus sur sa création, on va dire. Alors là aussi, on remarque que l'auteur l'avait débuté plusieurs années avant parution, finalement, donc en 94 cette fois, et il est sorti en 4 parties entre 97 et 98, donc évidemment là je parle bien sûr en parution originale, illustré par Charles Vess, donc un célèbre artiste. D'ailleurs, qui Gaiman a aussi collaboré à d'autres occasions. Et en fait, finalement, le roman est ressorti en tant que texte seul, sans les illustrations, en 99 et a été traduit en français en 2001. Alors, par rapport à ses romans précédents et notamment aussi les suivants, c'est un roman très court, ce qui fait que 60 000 mots d'ailleurs, environ, je ne les ai pas tous comptés.
Et C'est vrai, comptez les mots. ouais, quand même, j'ai un peu plus intéressant à faire. Et si Et tu donc- trouves Stardust court, attends de voir les derniers. Et donc, il voulait faire quelque chose, en tout cas de simple et d'élégant, oui, un vrai conte de fées. Puisqu'à l'époque, il avait déjà 2000 pages de Sandman derrière lui. Sandman qui est quand même un univers finalement assez... Pas forcément, j'allais dire glauque, c'est pas le cas, mais je veux dire, avec des personnages qui sont toujours avec... Dis-le en nuances de gris. Oui, non, Tu mais- n'oses plus. C'est ça. Disons qu'ils Combien sont, de nuances? ils sont rarement, on va dire, tout noir ou tout blanc. Et donc, il avait envie de quelque chose d'un peu plus... Moi aussi, je suis rarement toute noire ou toute blanche, mais je suis pas grise quand même. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, l'auteur avait envie de renouer avec le conte de fées à l'époque où justement, les auteurs n'étaient pas forcément rattachés à un genre. En fait, Dickens, on va pas dire il y a des fantômes, alors forcément c'est un auteur de ta. Voilà, voilà, l'auteur dépassait un peu le cadre de son histoire. Et donc il voulait renouer avec un conte traditionnel, on va dire pré Tolkien et après tel que l'image de la fantasy qu'on s'est faite ensuite. Oui, c'est vraiment un conte merveilleux, quoi. On est vraiment dans le... Exactement. Dans la reprise du conte dans le conte de folklorique, fées, ouais. conte de fées traditionnel. Si vous l'avez pas lu, c'est vraiment... c'est facile, c'est divertissant. Alors forcément, Si si tu on t'ennuies, c'est court. c'est ça. Si on n'aime pas les contes de fées, c'est un un peu peu compliqué. indigeste. C'est un peu C'est compliqué. pas si... Oui, si, non, il y a quand même des... Non, mais c'est un peu comme si on demande Enfin, pour moi, c'est un peu de la même nature que Peter Pan, quoi. Tout à fait. Oui. Ça a ce côté-là. Gilo? Et oui, juste une petite anecdote de plus concernant la genèse du roman. En fait, l'auteur a eu l'idée aussi au tout départ, en passant devant un mur à la campagne, en se demandant ce qu'il y avait de l'autre côté du mur, en fait. Et d'ailleurs, le nom de code, pas un nom de code, mais au départ, son histoire reprenait un célèbre titre d'un album de Pink Floyd. The Wall. Voilà, c'est ça. Merci. Je déteste cet album, mais bon. J'ai pas dit que je l'aimais, mais c'était juste pour Moi, faire ce qui m'a participer les auditeurs. toujours surpris avec Stardust, justement, c'est que je l'ai toujours considéré comme un roman illustré. Et pour ma part, c'est vrai que quand je le vois publié sans les images, mais on perd tellement. Et c'est vraiment pas un roman avec des images, c'est vraiment un roman illustré. À un moment, il y a un roman graphique au sens, au vrai sens du terme. À un moment, il y a une liste de courses. La liste de courses n'est pas dans le texte, elle est dans l'image. Si on n'a pas l'image, il en manque un bout. Ok. Et c'est vraiment, je pense, un roman, si on peut le découvrir illustré, il prend tout de suite une autre dimension. D'ailleurs, je me rappelle plus, j'avoue que j'ai oublié de vérifier, mais il est jamais sorti en version illustrée en français, si? Non? Pas d'idée. Non. Vérifiez vous-même. Je pense qu'il faut vérifier. Moi, je l'ai en VO, du coup, parce qu'il était introuvable en français. Mais peut-être que depuis, il est sorti. Alors pour les noobs comme moi, du coup, Oh, mais non. est-ce qu'il vaut mieux voir les candides voilà. Est-ce qu'il vaut mieux... C'est joli comme terme. Et puis c'est français. Oui, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, lire le roman avant, voir le film après? Est-ce que je peux voir le film si j'ai peur de Mais ça, m'embêter c'est sur l'histoire le de la vie, livre Enfin, Oui, non, mais bien sûr. Mais est-ce que On peut en tous gros, chanter le royaume. en gros, est-ce que, Ah oui, est-ce que le mais- film, est-ce que le film déjà il vaut le coup? Et concrètement, l'histoire c'est quoi? C'est un mec qui traverse un mur et qui se retrouve dans un royaume. Apparemment, je résume bien les livres. Le titre du roman On peut pourrait demander à t'aider. Geeks de sortir ou pas? Alors oui, il a un truc avec les portes et les murs, mais D'accord. faut justement passer outre. Le titre du roman pourrait t'aider déjà, tu vois, dans ce qui est un Alors, élément de. on va te faire une petite Traduction littérale. Poussière d'étoiles, direct. Tu utilises de la poussière d'étoile pour passer à travers le mur. Non, mais non, c'est pas. Non, C'est tu les te transformes Minimoys. pas en la fée Clochette. Non, c'est pas ça du tout. J'ai dit que c'était comme Peter Pan parce qu'il y a des pirates. Tu t'envoles. Sans vouloir trop spoiler. Alors, pour te répondre à ta question sur est-ce qu'il vaut mieux lire avant de regarder le film, comme l'a dit Alessia, c'est un peu compliqué comme question. Enfin, en tout cas, ça n'a pas de réponse. Pour moi, ça dépend de chacun. Moi, j'ai lu le livre après avoir vu le film et ça n'a rien changé à la qualité de ma lecture. Je pense que pour le film, si on est un peu fan d'un cinéma, je dirais un peu de qualité supérieure, c'est pas un film exceptionnel, c'est un bon film de divertissement, je dirais c'est typiquement le genre de film de Noël pour calmer 12 enfants que tu mets devant la télé. Enfin voilà, il y a un côté C'est jeunesse un peu. ah bah oui, enfin pour moi
C'est à deux. Voilà. Mais tous les contes de fées, ça est-ce dépend que tu de ton dis- niveau de lecture. C'est ça. Voilà, si tu C'est lis comme le Petit Prince. si tu lis Cendrillon avec tes yeux qui ont perdu ton âme d'enfant, parce que je sais que c'est ton cas, et ben tu vois que le côté super glauque. Hein, et puis obligé de faire le ménage. Ouais, c'est ça. Ratez pas la Les prochaine adaptation de orteils en Cendrillon moins. qui a l'air particulièrement mauvaise d'ailleurs. Au Pas du passage. tout. Il y a Kate Blanchett, ça peut pas être mauvais. S'il te plaît, au nom de tous les newsers qui se sacrifient pour en parler, je te prierai de retirer ça. Il y a Rob Stark. Oui, d'ailleurs, il a une Ouais. coupe de cheveux. Enfin, bref. Donc tout le monde attend un Red Wedding pour ce Cendrillon, évidemment. Ça va être super sympa, cette version gore de Cendrillon. Mais vraiment, tout dépend ce que t'en attends. Moi, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. J'aime les deux pour des raisons très différentes. Donc, Ok. voilà, ça dépend vraiment ce que tu cherches. Mais c'est les deux. Moi, je trouve qu'on passe un bon moment, comme l'a dit Witch. Le film est très divertissant, il est très sympa. Moi, je pense qu'il est gravé dans ma rétine la scène avec Robert De Niro. Je pense qu'elle ne s'en ira jamais. Donc, Clairement. voilà. Là, on peut pas vous dire sans spoiler, donc Non. il faut le voir. Mais ça fait partie des choses que l'on aime. Voilà. Maintenant, C'est deux Michel, friandises différentes. maintenant, Michel Pfeiffer, vieillissante et dans son rôle de sorcière qui veut pas vieillir, c'est tellement proche de la réalité que ça peut ne pas être intéressant, tu vois. D'accord. Donc, voilà, c'est pas la meilleure du film, et bon Bah, voilà. de façon générale, enfin, si, moi je l'avais bien aimé dans le film, mais j'avais trouvé que je trouvais l'acteur un peu fade. Je Oui. sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et j'aimais, enfin, comme je suis pas un grand fan de Claire Danes et de l'autre, Moi, enfin, j'aime de l'autre, on va dire rôle féminin, enfin love interest. Je sais pas, c'était pas. Moi j'avais préféré, bah si, celle dont il est amoureux au départ. Enfin, Ouais, ouais. bref. Et du coup, moi j'avais préféré, enfin, moi je conseillerais quand même de commencer par le roman parce que de façon générale, je me dis bon, au moins si tu t'es fait ta propre image Ouais. de l'histoire, etc. D'accord. quoi. Ok. Bon, alors passons à autre chose dont on aimerait aussi voir une adaptation. American Gods. Oui, alors ben justement, on parlait tout à l'heure de comment dire du caractère très anglais de l'auteur. Et donc après ces trois premiers romans, Neil Gaiman a voulu écrire Time in the Smoke, donc c'était un autre projet qui est inachevé pour l'instant, qui va sûrement le rester, j'imagine, où il était question d'une fantaisie historique à Londres, au temps de la Restauration. Mais comme il venait justement d'écrire 3 romans très anglais dans l'âme, on va dire, en fait, l'auteur a voulu éviter de se retrouver enfermé dans une case. Parce qu'il sentait venir en fait qu'il risquait de devenir l'auteur qui écrit des romans très anglais justement. Et il voulait à tout prix éviter ça. Et donc c'est vrai qu'American Gods, qui lui est paru en 2001 et qui est arrivé dès 2002 en France, quand même, ce fut en quelque sorte pour lui le moyen d'élargir ses horizons littéralement, puisque l'intrigue se déroule aux États-Unis, donc justement on sort du cadre anglais. Et une fois de plus, parce finalement on s'aperçoit que c'est pas la première fois, il n'avait qu'un début. Et puis un jour, en voyage en Islande, il va visiter un lieu où on lui présente, où on explique les expéditions justement de Vikings à l'époque qui a tenté de rejoindre l'Amérique, etc. Et donc devant ça, il se demande est-ce qu'ils ont emmené leur dieu avec eux. Et c'est ça qui lui a déclenché l'idée pour développer toute l'intrigue du roman. Ok. Voilà. Alors, ceux qui l'ont lu. Alessia. Oui, bah justement, enfin, peut-être que je préfère pour ma part les univers plus merveilleux. C'est sans doute un des romans qui m'a le moins touché. Trop urbain. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je le relise vraiment parce que ça fait un certain temps. Maintenant que je lis plus de fantasy urbaine, peut-être que j'aurai un regard différent. Mais c'est vrai que c'est pour moi, je sais qu'il plaît à énormément de gens pour toutes ses qualités, mais c'est un qui m'a le moins plu. Après, pour autant, je pense que j'accorderai un œil attentif à l'adaptation. Qui est en route maintenant, donc pour HBO, donc a priori on peut s'attendre à quelque chose de plutôt bien fait. Et Neil Gaiman suit de près l'adaptation. Lorsqu'on en a discuté la dernière fois, il m'a dit qu'il suivait l'écriture, qu'il a vu les premiers scénarios, donc a priori il a l'air plutôt très content et lui-même très enthousiaste à l'idée de voir ce que ça va donner. Gilo ? Moi c'est vrai que j'aime beaucoup le roman pour son côté notamment road trip, et puis justement c'est vrai que j'ai pas l'impression, enfin pour moi ça mélange un peu tout, enfin on retrouve justement le côté
la mythologie, on va dire classique, qui se mélange à la pop culture, à ce genre de choses. Enfin, pour moi, c'est ce que je disais dans le plan. C'est peut-être aussi le roman pour l'auteur finalement de l'explosion entre guillemets. La consécration. Ouais, la consécration, non, tu vois, c'est encore autre chose la consécration, mais Oui. parce que finalement il a eu tellement de prix, notamment le Hugo, le Nebula, le Locus, enfin voilà. Et pour moi, ça reste vraiment un roman marquant, ne serait-ce que parce que j'ai un doute, est-ce que c'est le premier de l'auteur que j'ai lu ou est-ce que j'ai lu d'abord Stardust? Je sais pas, tes biographes sont pas d'accord sur la question. Oui, je sais. Non, je crois en plus que c'est le premier que j'avais lu, donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est forcément marquant. Alors moi, c'est un roman que je trouve particulièrement intéressant, mais parce que j'ai plutôt, comme toi, Alessia, à la base du mal avec cette fantaisie urbaine qui mélange mythologie et monde moderne, et que, un peu grâce à Gaiman et grâce à Millar et ses petites fées de New York, j'ai découvert cette façon de traiter le lien entre maintenant et la mythologie, maintenant et les fées, qui ressemble à peu de choses en fait. Ce qui est intéressant de savoir d'ailleurs à propos des petites fées de New York, c'est que Gaiman a fait la préface de la réédition du roman de Martin Millar, je me rappelle jamais de son prénom, et que il dit que pendant longtemps il n'a pas osé à la fois lire Les Petites Fées et à la fois écrire American Gods parce qu'il avait peur d'être vraiment dans l'inspiration, enfin qu'on l'accuse de plagiat presque, ou en tout cas d'avoir trop pompé l'idée sur celle du roman de Millar. Et je trouve que la différence de traitement est hyper intéressante. Chez Millar, on est dans une vision complètement années 60, 70, avec une importance de la musique qui est un peu différente de celle de Gaiman. Et il y a moins un côté road trip comme dans American Gods chez Millar, mais il y a un côté déjanté qui est dans les deux cas pour moi et super intéressant quoi. C'est vivre les États-Unis à travers une mythologie qui vient d'Europe, c'est toujours un peu rigolo. Je trouve ça c'est ce que fait Orson Scott Card dans son roman Le voleur de porte, la porte magique, le titre les deux je crois. ouais, non, enfin bref. La porte perdue. La porte perdue, The Lost Gate. The Lost Gate. Ouais, oui ça. aussi. Et oui, c'est pas une porte. Ah, encore vous avez une vu porte. que dès qu'on parle de porte, Giggs, il est au taquet. Bah oui. Donc voilà, pour moi c'est effectivement un des très bons romans de Gaiman. Peut-être celui qui, je dirais, même si je suis pas une énorme lectrice de comics, celui qui est le plus en mode pont vers cette façon assez sombre de traiter son univers. C'est-à-dire que pour le reste, les romans dont on va parler après, il y a un côté beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus... je vais mettre des guillemets autour de jeunesse, mais en tout cas plus abordable par un lectorat plus jeune. American Gods, pour moi, c'est un roman hyper adulte. Plus âpre. Oui, complètement. Et pour ceux qui seraient pas très fans des romans comme Coraline, comme Nobody Owens, tout ça, peut-être que c'est une façon plus mature d'aborder l'univers de Gaiman. Mais c'est juste ma vision, hein. Je ne sais pas si tout le monde... j'imagine que tout le monde ne la partage pas. Alors justement, parlons d'un roman qui, là encore, a été adapté. C'est quand même intéressant hein, de voir à quel point cet auteur, dont plein de gens ignorent l'existence, malheureusement, dans un univers un peu franco-français, est déjà un auteur... hyper proche de l'adaptation et de l'image et on parlera tout à l'heure de Doctor Who et on verra comment il entre aussi dans cet univers-là déjà préexistant à ce qu'il écrit. Alors, parlons de Coraline. Oui, alors concernant Coraline, là aussi donc publié en 2002 et originellement et en français en 2003. Et là encore l'auteur avait écrit 2 premiers chapitres dès 1990. Jeunes auteurs, si vous avez des idées qui traînent, ne désespérez pas. Si vous avez le talent de Neil Gaiman, ça peut se faire beaucoup plus tard. Notamment parce que c'est une histoire aussi assez comment dire, pas écrite pour ses filles spécifiquement, mais bon voilà, c'était aussi dans l'air. Donc en fait, ensuite, il a présenté cette idée à un éditeur très connu qui lui a expliqué qu'il ne pouvait pas qui ne voyait pas comment il pouvait s'adresser aux enfants comme aux adultes avec voilà, et dans le cadre d'un ouvrage de ce genre.
Et donc il a refusé le roman. D'ailleurs, Gaiman ne lui en veut pas. Et c'est vrai que c'est un roman aussi à part pour l'auteur qui, faut savoir que généralement il se considère un peu comme un artisan et que pour lui ces romans c'est par exemple une belle chaise. Alors voilà, elle peut être légèrement bancale, etc. Mais On peut s'asseoir dessus. mais oui, on peut s'asseoir dessus et puis il trouve qu'elle est bien faite, etc. Il en est fier. Mais là c'est vrai que pour lui Coraline c'est plus une relation justement père-fille. Ou père-fils évidemment, mais c'est plus vraiment comme un enfant. Alessia ? Oui, de toute façon, en fait, il a écrit Coraline et il a expliqué que Maddy, une de ses filles, celle que l'autre jour il a qualifiée de la bizarre des deux, il y en a une qui est normale, et Maddy, plus ouverte à ce type d'univers, lui servait de cobaye, et que, en gros, si elle demandait la suite tous les soirs, c'est que ça allait plaire. Si elle partait en courant, c'est que c'était un peu trop flippant, etc. Elle lui servait de maître étalon de ce qui peut et ne peut pas être supportable pour un enfant. Et c'est vrai que du coup, le livre est vraiment imprégné de leur relation à eux deux. Alors, comme on l'a un peu fait pour les autres romans et pour le Candide qui est Giggs parmi nous, et pour ceux qui ne connaissent pas... Pas totalement, parce que j'ai vu l'adaptation. Ah, bon, alors donc tu peux là aussi brillamment nous résumer l'histoire ou pas ? Oui. J'essaye de le faire. Attends, ça fait 4 ans que je l'ai vu, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve... Non, je sais Alors plus. je vais le faire. Coraline emménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Les voisins sont un peu bizarres. Elle a l'impression que ses parents l'oublient, la laissent un peu de côté. Elle découvre une porte qui ouvre Encore. sur une porte. oui. Elle découvre une porte qui ouvre sur un univers où l'attend une autre maman qui a l'air d'avoir beaucoup plus de temps à lui consacrer. Et à partir de là, les choses dégénèrent. Il y a un chat qui est important. Qui est important. Les boutons sont importants puisque... pas d'acné. Je vais pas trop spoiler, mais... Parce que les boutons. Parce que les boutons. Moi, personnellement, c'est un roman que je n'ai jamais pu lire le soir. C'est-à-dire que quand je rentrais dans Coraline, ça me mettait dans... Enfin, la capacité qu'a Gaiman à créer une ambiance flippante, pour moi, c'est flippant. Pour moi, Coraline, c'est vraiment de l'horreur pour enfants. Clairement. Oui, mais c'est un peu ça. C'est pas pour... Enfin, l'adaptation ressemble vraiment à du Tim Burton, quoi. Il y a quelque chose du domaine de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, il y a quelque chose de... Moi, l'adaptation me convient pas, mais je vois en quoi elle plaît. Et effectivement, la lecture, clairement, je suis beaucoup plus flippette que Maddy, parce que effectivement, le soir, et les boutons, vraiment, c'est un truc qui m'a traumatisée. Donc, c'est vraiment un bouquin jeunesse, oui. Enfin, oui et non, quand on est d'accord. On est d'accord sur la double lecture. Oui, tout à fait. Mais du coup, si on arrive devant toi avec un bouton, tu flippes et tu pars en courant. En criant caille-caille. Ça dépend si tes mains font clic, 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 clic. Oh mon Dieu. Et si tu as peur des araignées. Ah ! Non, mais c'est ça, en fait, comme pour tout bouquin, on y amène ce que l'on a vécu, et du coup, ça réagit sur des peurs vraiment très, très primaires, en fait. Et donc Gilles a raison, t'as un truc avec les boutons. Ouais. Et les araignées. Mais enfin voilà, moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lire ce livre le soir à un enfant avant qu'il s'endorme. Bonne nuit. Non, il n'y a pas de monstre sous ton lit, mais vérifie quand même. Même dans l'adaptation, tu as une ambiance vraiment flippante. Hein. Dans quoi ? Dans l'adaptation, il y a vraiment une ambiance. C'est assez bien réussi. C'est très fidèle. Ouais. Pour le reste, moi j'aime vraiment pas les choix d'images, mais bon voilà, ça c'est très personnel. Ouais, c'est particulier. Ouais. Donc Coraline, voilà, encore quelque chose qui donne l'impression de s'adresser au monde de l'enfance et qui en fait parle aussi aux peurs, hein. Et donc là les peurs, je crois que même quand on est grand, il y a des choses qui restent, quoi. Et donc et ça, Gaiman, pour moi c'est vraiment l'auteur du passage permanent entre l'adulte et l'enfant en nous. Il a cette capacité à parler. Pour moi, c'est un peu le... je sais pas si vous savez, mais ceux qui connaissent pas Calvin et Hobbes, il y a pour moi chez Gaiman la même capacité qu'a Watterson à rentrer dans l'univers de l'enfance et en le rendant
parfaitement bien sur les peurs, ce qui nous fait peur quand on est enfant et dont on se souvient. Tu avais raison, Alessia, sur quand on est très grand. Voilà, il y a ce côté. L'enfant en vous va forcément trouver dans ce roman de Gaiman quelque chose qui va lui parler. Alessia ? Et ça, c'est très prégnant dans notamment L'Océan au bout du chemin, dont on reparlera, mais il y a vraiment ce côté-là. Oui. Sauf si Gilo ? son âme d'enfant est décédée, quand même. Ça arrive chez certains. Merci. Mais peut-être que tu peux le faire renaître avec des romans comme ça, on sait pas. Peut-être. Tu as tenté, il me semble, avec l'étrange vie de Nobody Owens. J'ai essayé, ouais. Ah, c'est un semi-échec, ouais. Échec. Alors, Gilo, parle-nous de l'étrange vie de Nobody Owens. Oui, alors avant, je précisais que, comme on a déjà dit tout à l'heure, on va aussi zapper certaines parutions parce qu'on Bien va pas sûr. parler de tout, notamment Nancy Boys, qui est une pseudo-suite d'American Gods, justement, Oui. qui est censée se dérouler dans le même univers, mais qui est beaucoup plus légère, etc. C'est un bon roman, mais c'est peut-être pas essentiel non plus. Oui, pardon. Moi, j'ai juste entendu une anecdote sur Anansi Boys qui était que j'avais trouvé rigolote. C'était que quand il était en train d'écrire Anansi Boys, mais bon, elle est peut-être connue, hein, il est allé voir son éditeur. Il lui a dit, écoute, franchement, je suis bloqué. L'histoire, elle est naze. Les personnages sont inintéressants. Ça mène à rien. Je vais pas m'en sortir. Je crois que je vais tout jeter. Et son éditeur. Et là, toi, tu penses qu'il aurait dû. Moi, j'ai pas lu, donc je peux rien dire. Et là, son éditeur se met à rigoler. Il lui dit, écoute, Neil, franchement, à chaque fois pour tous tes romans, t'es venu me voir et tu m'as toujours dit la même chose. Donc, finis ton bouquin et on en parle après, quoi. Donc voilà, ça c'était l'anecdote rigolote. Ah oui, et en parlant du coup d'American Ou Gods, pour ceux qui ont aimé l'univers, il y a dans la prochaine sortie, c'est Trigger Warning, c'est un recueil de nouvelles, et donc il y a vraiment une des nouvelles qui se passe dans l'univers d'American Gods, qui est vraiment considérée comme une suite. Donc là, pour le coup, il y a une vraie filiation revendiquée, directe. C'est dans toutes les previews pour les gens. D'ailleurs, il a plus ou moins laissé entendre qu'il pourrait éventuellement écrire une suite au niveau roman. L'autre jour, il a clairement laissé entendre qu'il travaillait dessus. Voilà. Mais pour en revenir donc à l'étrange vie de Nobody Owens, qui est donc paru en 2008 et en 2009 en France. Donc pour résumer, c'est un peu le livre de la jungle de Gaiman. Dans un cimetière. Voilà, dans un cimetière effectivement. À noter que justement l'auteur a là aussi, puisqu'on parlait à l'instant de suite, il a déjà joué avec l'idée d'une suite. Sauf que il hésite notamment, déjà parce qu'il est très occupé, et puis également parce qu'il se dit qu'en fait la suite risquerait de faire passer l'étrange vie de Nobody Owens pour le Hobbit par rapport à cette suite qui elle serait le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. C'est ça, il est C'était en train beaucoup plus d'écrire clair. dans ta tête quand tu l'as écrit. C'est ça. Donc il est en train d'écrire Non, ce qui pourrait ça, être. je sais pas, non mais, il il pourrait a- écrire quelque chose qui ressemblerait Oui. au Seigneur des Anneaux et il aimerait pas que Nobody Owens devienne le Hobbit de ce C'est futur ça. roman. C'est Ok. ça. Bon. Enfin, Mais moi, il Il s'il va y mettre avait 17 ans s'il pour l'écrire ou... Mais pour y avait un Seigneur des Anneaux de chez Gaiman, moi je serais preneuse. Oui, c'est ça. Après, je vois je trouve qu'il se suffit à lui-même tel qu'il est. Ah bon, moi je trouve qu'il y a Mais, plein de choses dans le roman plein d'univers, les univers flippants du roman sont Ça dépend comment c'est amené. Je sais pas, moi j'avais trouvé par exemple que la fin était hyper précipitée par rapport au reste et que du coup il y avait un sentiment de Ouais, un peu. ça y est, bon, c'est fini. Gilo. moi dans mon souvenir, je l'avais même noté dans ma chronique, c'est que vraiment pour moi c'était le roman type où on se dit mais pourquoi personne n'y a pensé plus tôt, comme par rapport à l'idée de base. Ouais. Oui, je m'éloigne de ce que vous racontez en fait, désolé. Ça l'intéresse grave. pas. Mais non, ça m'intéresse beaucoup, mais là je voulais caser mon anecdote. Et voilà, sauf que évidemment, sauf que personne n'a eu l'idée justement avant lui ou son talent pour l'exprimer. Et voilà, mais pour moi l'idée de base est vraiment limpide et c'est vraiment ce qu'on peut appeler pour le coup un pitch. Enfin, si on veut présenter un roman en 2 lignes en disant que c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve élevé par des spectres en somme dans un cimetière, voilà, on a tout de suite. T'as pas laissé Giggs pitcher alors qu'il a lu ce roman. Ah, mince, je suis désolé. C'est pas Mais il va grave. nous parler de son ressenti. C'est ça. C'est comme tu disais, pourquoi personne n'y a pensé avant. J'ai lu ça, j'ai pas été. Je t'ai moi, pas j'ai- dit que l'idée Parce était. que c'était pas la Non. peine d'après Giggs. Non, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est comme si oui, il est élevé par des fantômes. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ou pensé à ça moi-même tout seul. C'est ça. C'est- Bonjour Neil. Non mais c'est vraiment. J'ai pas trouvé ça original pour un sou. C'est sympa, mais c'est pas non plus. Ça casse pas 3 pattes, franchement. J'arrive à la fin, je me suis dit Si bon vous bah ok. saviez les
Non mais Les tonnes de patience qu'il faut pour pas lui péter la tronche à chaque podcast. non mais c'est vrai. Enfin, franchement, il y casse a pas trois pattes à un canard. Ben oui, mais il- enfin. un gamin qui se balade dans le Non, cimetière. non, c'est pas voilà. un gamin qui se balade dans le cimetière. C'est Il d'abord, est enfin, élevé dans le cimetière. Oui, je sais. ses Et- parents sont tués, il s'échappe pauvre. et il est oui, bah oui, et il est J'aurais dû élevé voir. enfin, et il est élevé dans le cimetière par des spectres. Ça te semble quelque chose de beaucoup vu? Bon, franchement, oui, c'est. Mais une- où Mais quelle est ta vie? Tu vis dans un cimetière, t'as été élevé par Non des mais spectres. vous connaissez les enfants loups qui sont élevés dans la forêt par des Par loups. des Bah, loups, c'est la oui, même c'est le chose. principe. Non, bah on, non, on l'a dit, hein, on a le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Mais oui, c'est ça. Oui, mais alors donc tous ces romans avec des fées, tous ces romans avec des lutins, tout ça, on peut arrêter de tout écrire, Ah, tout je a pense que déjà été écrit. c'est. Bah, en tout cas pour moi, c'est. Vous D'accord, pouvez vous Steve arrêter. Hudson, des mondes, tout ça, Oui. on va arrêter aussi, lui aussi, parce que c'est Je crois qu'il déjà faut que vu. j'arrête de lire. En fait. Gilo. Oui, anecdote encore. Hein, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais non, parce que j'ai beaucoup bossé pour préparer ce podcast et d'ailleurs, je commence à mourir de soif. Mais en tout cas, l'auteur a visité beaucoup de cimetières justement avant de trouver le cimetière qui l'a vraiment inspiré. Je sens que Guy n'est pas du tout sensible à cette anecdote. C'est ce que j'avais entendu comme anecdote et ça m'avait fait vachement rire. Je l'imagine, tu sais, avec ses guides touristiques. Alors, est-ce que ce cimetière est bien Je vois pas ce qu'il y a de aussi drôle. mais- Enfin, Enfin, surtout qu'il y a un guide touristique sur le Père-Lachaise, par exemple, et qu'il y a des cimetières qui sont vraiment visités comme des lieux de balade et de visite avec un. Du tout coup, un- est-ce qu'il va faire une reconstitution de son cimetière pour Nobody Owens? Enfin bref. Ah, ça serait méga cool. Hein. Ça serait Mais, génial. mais t'as pas été sensible au côté magique Non. à toute la. Pourquoi tu te demandes C'est ça. C'est une Non. question con. La scène qui m'a vraiment barbé, je veux dire, c'est celle que beaucoup de gens ont trouvé jolie. Attention, C'est spoiler. le bal. D'accord. Le Ok. bal entre Le les. bal t'a barbé. Ok, ouais, bon, bah, je crois vraiment, qu'on peut plus parler. Je Ouais. crois qu'il n'y a plus rien à dire. Alors, bon, pour ceux qui ont aimé, moi, là encore, univers qui tourne autour de l'enfance, qui tourne autour de la solitude de l'enfant, parce que Coraline est seule et c'est ce qui l'amène à aller ailleurs. Nobody Owens est seul et c'est ce qui l'amène à vivre des aventures qu'il n'aurait peut-être pas vécues s'il avait été en compagnie d'autres enfants. Enfin, il y a ce problème et je pense que c'est aussi un peu ça ce qui se passe dans l'océan au bout du chemin, voilà, je ne trouvais plus le titre en français. Il y a cette question de la solitude de l'enfant et comment ça se passe quand on est tout seul face à son imagination. Comment est-ce qu'on se construit des amis? Comment est-ce qu'on s'occupe? Parce que c'est... Alors évidemment, si tu n'es pas sensible à ces romans qui sont... ce que je trouve intéressant chez Gaiman, c'est pas des romans de coming of age. C'est pas des romans de on est petit et on devient un ado, on est un ado et on devient un adulte. C'est vraiment des romans sur on est un enfant au cœur de son enfance et comment ça se passe. Et pour le coup, c'est ce qui le rend un peu, à mon sens, original. Nobody Owens, voilà, je sais plus quoi dire après toutes les méchancetés qu'a dit Giggs. Enfin, non, je plaisante, Giggs. T'as tout à fait le droit de Pas de mal, pas aimer Nobody Owens. Ne manquez mais pas la suite, même pas mort. Écrite par un Français. n'importe quoi. En tout cas, si on part du principe de ça a déjà été écrit, ça a déjà été vu, j'ai un peu de mal à comprendre les succès des romans de vampires ou des romans de loups-garous qui ont tous déjà été écrits. Bah, et je tous les lis déjà pas. été- Mais plein d'autres gens que toi les lisent, c'est ça l'idée, c'est aussi le succès de quelque chose. Si toi t'aimes pas, il y a pas de souci, mais il y a quand même une question à se poser sur la façon dont Gaiman traite le fait d'être dans un cimetière, elle ressemble pas à les aux 12 000 façons, même si j'en vois pas 12 000. Non, j'avoue, je cherche toujours depuis tout à l'heure. Je cherche toujours. Donc, entre regarder le film de François Truffaut, L'Enfant Sauvage qui a été élevé par les loups, ou regarder le livre de la jungle et lire Nobody Owens, il y a juste méga rien à voir, quoi. C'est juste trois univers qui se télescopent jamais, sur lesquels la construction est pas la même. Enfin, Alessia, Gilo. Oui, non, mais on s'éloigne un peu, mais c'est l'idée de l'histoire et du traitement que l'on en fait. C'est pas parce que ça va être le même pitch, la même histoire, que ça va partir dans la même direction, que les personnages vont être les mêmes. Oui, je suis d'accord. Par exemple, si tu donnes si tu donnes le même résumé de 4 lignes à 12 personnes,
je pense que tu auras 12 histoires différentes. Ouais. Et chacun va penser à un roman différent et en se disant le mien est bien unique, quoi. Et le meilleur surtout. Non, mais ce matin, je lisais le pitch d'un roman de Clemens. Et c'était, oui, je crois que c'est Clemens. C'était le pitch, c'était voilà, il passe une bague au doigt d'une statue et le lendemain, sa fiancée meurt. Et là, je fais, mais rimer quelqu'un, la Vénus d'Île, non, ça choque personne. Mais voilà, enfin. Ce n'est qu'un point de départ. Je pense que je lirai. Ah non, c'était elle pas chope Well. une épée, elle va Et donc faire la guerre. je lirai parce que- après le livre parce que c'est évident qu'avec un tel pitch de départ, ça partira ailleurs. Cela dit, Geek, c'est souvent ton approche du roman de dire que le pitch ou le quatrième de couve a un côté déjà vu, déjà lu. Mhm. Peut-être que t'es un lecteur peut-être plus difficile à convaincre quand tu as le sentiment d'avoir déjà Je peux vu. quasiment pas être convaincu sur un pitch en fait. Moi, ce qui va me, enfin, ou alors c'est rare et c'est ce qui m'avait convaincu chez Sanderson, c'était justement le pitch. Mais pas en une phrase, le mec est capable de me convaincre. Il me pourtant- sort deux idées Et pourtant, les pitchs de Sanderson sont tellement du déjà vu aussi. Enfin, Non, je suis désolé. Enfin, moi je les ai pas vus comme ça. Mais c'est parce que tu as pas lu. Enfin, il y a Je peut-être. sais pas. Je Je les ai pas vus comme ça. Et tu Non, me non, sors ce le que je veux pitch dire- de ce que je veux Nobody dire- Owens, bon, que Ce que j'ai je veux lu. dire, pour c'est le coup. que il y a peut-être une question de background de lecteur qui fait que pour toi, Sanderson n'avait jamais été vu. Mais je pense que Je dis pas que ça n'avait pas été vu, je dis que le mélange qu'il a fait et l'univers qu'il a proposé. mais là, on parle pas me du pitch. paraissait Là, différent. l'univers qu'il Si, propose, c'est pas sur le pitch. Sanderson qui n'est qu'un Edix 2.0. C'est ça, exactement. On passe. Ah non, une dernière petite anecdote si je peux Je préciser. t'en prie, Gilles. Ce roman existe aussi en version illustrée. Oui, c'est Oui. celle que j'ai lue. Ah bah c'est pour ça, il y avait que les dessins. Avec les dessins, les Ouais. dessins de J'ai lu cimetière. que les Ah oui, dessins. bah, j'ai déjà vu. À toutes les Toussaint, tous les ans. Et je l'ai lu en VO, hein, donc. Alors, passons au dernier roman en date qui concerne toujours notre auteur Neil Gaiman, L'océan au bout du chemin. Oui. Gillo. Alors il est sorti l'an passé à l'automne 2013 en anglais et il vient de sortir justement en français fin octobre. C'est aussi pour ça un peu qu'on a décidé de faire ce podcast à cette période-là, parce que en profitant de cette sortie. Avec un traducteur qu'on connaît bien, Oui, Patrick Marcel, n'est-ce pas? qui est aussi le traducteur de George Martin. Et de Neverwhere. Enfin bref. À noter aussi que Michel Pagel a traduit pas mal d'ouvrages de Gaiman, dont American Gods. On peut pas dire qu'il a plutôt été... comment on dit déjà? Chouchouté. Il a Bien plutôt traité. été bien traité, oui, au niveau des traductions. Mais oui, donc c'est son dernier roman en date qui... alors, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal avec, parce que je trouve que le roman est très joli, il y a de très belles scènes, on retrouve justement les thématiques dont on a un peu déjà parlé autour de l'enfance. Mais pour moi, au départ, c'était prévu comme une novella. Et ça se sent. je trouve qu'on sent que... Alors, je sais pas pourquoi, il y a parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment l'unanimité, mais comme quoi tout arrive. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, mais pour moi, il n'est pas à la hauteur de certains de ses romans passés, justement parce qu'il manque peut-être un peu de... J'allais dire de densité, c'est De sûrement pas le mot, mais... substance. Ouais, voilà, de substance, enfin, voilà. Mais... Alessia. Oui, je pense que, là, on n'est pas d'accord du tout. Pour moi, si je trouvais que L'étrange mine de Maudie Owens était très bien, mais que par exemple, dans son traitement et dans la finalité de l'ouvrage, je suis restée un peu sur ma faim. Ça n'a pas du tout été le cas avec L'océan au bout du chemin. Donc oui, effectivement, on sent le fait que c'était parti pour être quelque chose de plus court et que l'univers s'est étendu. Le nombre de personnages reste malgré tout limité, le fil conducteur est unique. Donc effectivement, c'est quelque chose, on part d'un point A, on va au point B, et voilà. C'est un peu linéaire du coup C'est- comme voilà. traitement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le traitement des personnages, dans l'histoire et dans la façon dont elle est traitée, que moi j'ai trouvé vraiment extrêmement belle, extrêmement réussie. Et là, moi, ça m'a parlé. Vraiment, l'enfant qu'il est à 7 ans, ce qu'il voit, le décalage entre ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Alors, Là, on a vraiment adulte-enfant. est-ce que tu peux nous faire un petit pitch justement de L'océan au bout du chemin? Alors, tout démarre par un homme, adulte, on ne sait pas son nom, qui revient vers la maison de son enfance, qui s'assoit sur un banc près d'une mare, et un mot lui revient, océan, et les souvenirs
de son enfance quand il avait 7 ans et des événements qui se sont passés à ce moment-là lui reviennent en mémoire. C'est Forrest Gump. Et il n'y a pas de porte. Donc, comme vous comprendrez, Giggs a déjà lu, vu tout ça. Cette histoire a déjà été traitée, n'en parlons plus. En même temps, un mec qui s'assoit à côté d'une mare, hein, c'est vrai qu'on a déjà vu ça. Sur un banc. 1000 fois. Bon, eh bien, ça reste un roman à découvrir. La chronique est déjà en ligne. Elle était en ligne pour la VO, donc elle est toujours en ligne pour la VF. Voilà. Comme quoi, vous voyez, je ne lis pas les chroniques pour ne pas me spoiler. Mais vous devez faire autrement. C'est sans spoiler. C'est juste. Non, mais je suis comme tous. Alors, tout le monde le sait, je suis un spoiler Nazgûl parce que dorénavant, on ne dira plus sur ce podcast un spoiler nazi ou un grammar nazi, on dira un grammar Nazgûl. Nazgûl. Ouais, ça bien. vous va. C'est bien. Parlons donc maintenant d'autres romans à venir en ce qui concerne Gaiman. Là, Alessia, toi qui as eu la chance de le rencontrer, parce que c'est une chance, j'ai une photo avec Neil Gaiman, je pleure devant très régulièrement. Alors vas-y, dis-nous ce que tu as appris au cours de cette interview. Donc, il nous a parlé donc d'American Gods 2, sur lequel il va travailler. Le retour, c'est ça. Ils reviennent et ils ne sont pas contents. Non, mais ça, mais bon, je ne dirai pas ce que je pense du titre. Ensuite, il y a Trigger Warning. C'est pour le public de base, super American vendeur. God 2, ça veut dire oui, il y avait un Le retour de la vengeance, quoi. Mais voilà, après il y a Trigger Warning qui va sortir en VO au début de l'année prochaine, je crois. Donc c'est un recueil de nouvelles. Est-ce qu'on peut traduire le titre qui... Bah, c'est tout ce qui va être avertissement de sécurité, par exemple, notamment dans les avions. Au départ, il voulait l'appeler, je sais plus, c'était un truc super long, du genre n'oubliez pas d'attacher votre ceinture en cas de danger, un truc comme ça. Et des trucs qu'on dit dans l'avion. Pericoloso Spanghesi, bien sûr, que nous avons tous lu dans le train. Non, mais donc on lui a dit non, beaucoup plus court là, c'est pas vendeur, le En titre allemand, qui fait c'est 3 lignes. Hartung. Hartung. Ne mettez pas vos doigts dans la porte du RER. Donc du coup, il a fait beaucoup plus court, mais là pour le coup, c'est un recueil qui s'annonce comme jouant sur les peurs des gens, vraiment sur les générateurs de stress, on va dire ça va être sympa. Est-ce qu'on y trouvera sa nouvelle d'Halloween qui était disponible sur Audible, qui est un truc énorme. Si vous avez l'occasion de la retrouver, je ne sais pas si elle est trouvable facilement, mais il y a une nouvelle qu'il lit à voix haute donc pour les éditions Audible et qui raconte à Noël et qui est très très flippante. Ce qui prouve sa maîtrise de la peur et de comment faire peur. Mais là, il n'y a pas eu encore, enfin de ce que j'ai vu, une liste vraiment des nouvelles qui seront dans le recueil, si ce n'est American Gods, la nouvelle dans cet univers-là qui est très mise en avant, mais... la préquelle du 2. c'est ça, le retour de la vengeance. Par contre, ce que l'on sait, c'est que certaines de ces nouvelles ont déjà été publiées, donc peut-être que celle-ci y sera et qu'il y a aussi des nouveautés. Ok. Alors, passons à un autre univers dans lequel l'investissement et la popularité de Gaiman n'est plus à démontrer, c'est celui de la BD. L'univers le plus populaire est celui de Sandman. Philo, tu nous en parles? Oui, alors en fait, on a déjà cité quelques titres précédemment donc, de Gaiman et la façon dont il a démarré sa carrière dans ce milieu. Alors, concernant Sandman, donc... le premier numéro est paru en octobre 88 aux États-Unis. Et d'ailleurs, il est amusant, enfin, je considère qu'il est amusant, de savoir que l'auteur pensait que Sandman resterait confidentiel et que c'est Black Orchid, donc un autre de ses projets, qui ferait de lui, entre guillemets, une star. Comme quoi, on peut se tromper. Sur son plan de carrière, oui, on peut se tromper. Oui. Voilà, tout à fait. Et l'un des éléments en fait qui lui donne l'idée de cette version de Sandman, puisqu'il faut pas oublier que le personnage existait déjà dans l'univers d'ici, c'est pas lui qui l'a créé de toutes pièces, même si après sa version s'en est énormément éloignée pour acquérir sa propre identité, on va dire. C'était le fait que Dream, donc le nom du personnage principal, est un mot qui peut revêtir plusieurs sens. Donc évidemment le songe, aussi justement les aspirations de chacun, etc. Et donc dans le pitch qu'il avait fait de cette nouvelle version, il citait notamment T.S. Eliot ou Carl Jung. Donc voilà. Qui sont des explorateurs du rêve et des rêves. Oui, et puis voilà, on va dire et de l'inconscient. Et ça a convaincu les cool hipsters. On en reparlera après. Non, 88, c'est un peu avant les hipsters. J'ai peur que ce mot n'existait pas à l'époque. Et en fait, le premier numéro a très bien marché, surtout pour un auteur qui finalement n'était pas connu à l'époque des lecteurs américains. Après 4 numéros, la série commençait à gagner régulièrement de nouveaux lecteurs, environ 600-700 par numéro. Et enfin, DC a fini par y croire vraiment après le premier run qui était prévu le run, c'est la période
qu'un scénariste, pendant lequel un scénariste couvre tel univers. Et donc après les 8 premiers épisodes du comics, là DC a commencé à vraiment pousser la série. Et du coup, Gaiman s'est rendu compte que il avait écrit quelque chose de populaire, et il s'est dit bon alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à explorer ce qui a plu au lecteur dans les 8 premiers numéros et à jouer aussi par exemple sur l'univers d'ici, donc on va faire explorer les rêves de Batman ou ce genre de choses, ou alors est-ce que j'y vais franco avec oui ça pourrait être pas très drôle non plus. Chauve-souris, cave, chauve-souris, cave, que je refais ma piscine. Voiture. Robin, Pingouin, Joker, Pingouin, Joker. Et donc voilà. C'était ton idée. Oui. Ah non, c'était pas la mienne pour le coup, mais donc soit cette option, mais comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, ce n'était peut-être pas la meilleure à choisir. Que des fans de Batman à cette table. Mais n'empêche que Batman dans le film Lego est super drôle. Oui. Et donc soit y aller franco. Et je fais ce que je veux, et puis si on décide d'arrêter ma série en cours, au moins j'aurais fait ce que j'avais envie et ce que j'avais en tête. Donc c'est cette option qu'il a choisie, voilà, advienne que pourra. Et c'est celle qui lui a permis de rencontrer un succès qui perdure encore aujourd'hui, même si on va dire que l'histoire de la publication française est quand même jalonnée d'embûches avec tel éditeur qui s'arrête, la série est reprise, ça s'arrête de nouveau, etc. Et surtout l'éditeur qui nous disait mais vous pouvez le lire n'importe comment, il n'y a pas de souci quoi. Oui, acheter le tome 12. Oui, non mais c'est ça, enfin. Et en plus, Sandman, c'est quand même fondamental. Je veux dire, c'est une série il a commencé quand il avait 30 ans, qui a couru sur toute cette décennie-là. C'est quand même un élément central de son travail. En termes de longueur, de volume, c'est ce qu'il a fait de plus important. Et c'est en France... C'est le truc qui semble être complètement mis de côté. Et c'est vrai que ça n'a pas la place que ça pourrait avoir. Soyons clairs. Pour les gens qui aiment Gaiman. C'est tellement moche. Rappelons déjà que c'est l'histoire de Morphée. Mais alors, là, on entre dans un débat enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'adaptation de Coraline. T'aimes ce dessin-là ou t'aimes pas ce dessin-là, ça c'est une certitude. Après, la qualité du scénario, parce que Gaiman est responsable du scénario, pas du dessin. Ça c'est autre chose. Mais ce qui me semble, dans ce que vient de dire Alessia, ce qui me semble important sur comment on considère les auteurs en France, c'est-à-dire que le fait qu'il soit un tel auteur, un tel scénariste à succès de comics, ça ne fait pas de lui quelqu'un du niveau d'un Goscinny. Enfin voilà, c'est terrible à dire que on n'arrive pas à faire de lui en France un auteur un scénariste de BD de qualité, enfin qui pourrait être comment s'appelle d'honneur à Angoulême. Oui, clairement. Et comment s'appelle cet auteur super prolixe Payot. Non. Alors ok, là tu sors pour de bon. J'ai envie de te dire avec tes schtroumpfs et tout ça, et tu reviens plus jamais. Non, je pense à l'auteur qui écrit de la BD, qui fait du roman, Sfar. Voilà, Sfar est considéré comme... Merci Gilles, heureusement quelqu'un a de la culture à cette table. Voilà, je pense que la place qu'on fait à Sfar en France, peut-être parce qu'il est français, elle pourrait être la même pour Gaiman sans aucun problème, quoi. Oui, et puis Giggs, tu viens de sortir justement l'argument qu'avaient avancé les éditeurs pour ne pas publier Sandman. Je trouve que c'est mieux. Non, mais voilà, c'était en gros, on a dit à Neil Gaiman, non mais vous comprenez, les Français sont un peu cons. Si on leur met une même histoire avec des dessinateurs différents, ils ne le liront pas. Et donc, lui, il était complètement, en disant, mais attendez, les Français, je veux dire, genre, quand on dit BD franco-belge, franco c'est quand même français, je veux dire, donc a priori ils ont quand même une culture BD qui leur permet d'avoir une certaine ouverture, et vous êtes en train de me dire qu'ils ne pourront pas le lire. Et donc du coup, quand ça a été publié finalement et qu'il a eu un prix à Angoulême, il a dit qu'il s'était retourné, qu'il avait regardé les gens genre ha ha. You see, vous voyez, ils sont pas si cons les gens. Bolos. Ouais, mais bizarrement, voilà. Et voilà, le contre-exemple. C'est son insulte préférée, bolos. Mais c'est une traduction. Bon,
Oui, Gilo. Et précisons que, on aurait même pu faire un podcast spécial Sandman tellement l'univers est foisonnant. Sans gigs alors. Oui, on lui aurait donné un livre à colorier. Un Sandman à colorier. Après, c'est vrai qu'on peut reconnaître que la colo, par contre, souvent est très discutable. Même le dessin. Moi, je suis pas. On dirait du vomi hyper fan. Il a fait la couleur avec. Sans avoir la critique très élaborée de Geeks sur cette BD, personnellement, je ne suis pas fan. Cela dit, à chaque fois que j'en entends parler, chaque fois que je regarde des choses et chaque fois que je lis les bulles, parce que c'est ça aussi la BD, il y a des bulles et des choses qui sont écrites, tu n'es pas obligé de regarder que les dessins. Voilà, je sens que c'est vraiment, ça me parle, ça pourrait m'intéresser, c'est solide, c'est voilà. Mais j'arrive pas à dépasser le style du dessin, c'est vrai. Après, on y reviendra peut-être sûrement en parlant des thématiques, mais c'est vrai aussi, on peut dire que la série a aussi trouvé son public, en tout cas en dehors de France, justement pour un univers à part là aussi, et des personnages très marquants, notamment Death, donc qui est là aussi mort. Oui, qui est aussi, mais qui est un personnage en tout cas très, mais justement qui tranche avec le reste de l'univers, parce que Morphée est quand même très, comment dire. C'est pas qu'il s'apitoie sur son sort, mais Fitz. Non, parce que sinon ça va être difficile de donner envie de le lire. Mais, plein de gens, quoi qu'on en dise. Mais non, en tout cas, c'est vraiment des personnages à part, un univers aussi rempli de références, très riche au niveau, j'allais dire culturel tout simplement, et qui arrive parfois d'ailleurs à être aussi très épique, tout en restant intimiste. En 2000 pages, on a aussi le temps d'aborder plein de choses. C'est clairement ce qu'il disait dans cette interview dont je parlais tout au début avec McNeil. C'est vraiment cette vision-là qui a emporté le succès aux États-Unis et qui a permis de faire passer le comics, qui était un truc un peu Spider-Man, un peu enfantin et un peu avec toute une absence culturelle de la part on va dire de l'intelligentsia en général aux États-Unis. Tout d'un coup, ça a basculé dans quelque chose de plus profond, de plus cultivé, avec de la référence culturelle qui parle à ce que nous on peut considérer comme un peu des snobs de la culture, mais peu importe. L'important c'est de faire sortir un mode d'expression de son champ restreint d'action grâce à un apport extérieur. Et Gaiman, c'est clairement cet apport pour les comics. Oui, et pour lui, c'est vraiment une sorte, je l'ai en anglais, achievement, une de ses plus grandes réussites, ça y est, je l'ai. Donc de Sandman, voilà, ça a pris 10 ans. Jean-Claude Van Damme est avec nous. Ça a pris 10 ans de sa vie. Non mais on va la refaire. Donc Sandman, en fait, il considère vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement abouti, même au niveau pour lui, au niveau du travail intellectuel, de ce que ça lui a fait. Il a dit pour lui que quand on a 30 ans, c'est notre décennie où on peut être le plus brillant. Alors voilà, lui il a fait Sandman, nous, et on attend de voir, j'ai encore une petite marge. Mais en gros, pour lui, c'est vraiment l'accomplissement majeur, quoi. Donc je pense qu'il faut lui accorder, passer outre cette question de dessin. Enfin, moi j'ai été élevée au manga, donc du coup certains comics j'ai du mal avec la représentation visuelle, mais je passe outre parce qu'il y a autre chose derrière. Philo ? Et à noter aussi que pour les 25 ans de Sandman, l'auteur et DC ont annoncé son grand retour, donc avec Sandman Overture qui a commencé l'an passé aux États-Unis. Et alors par contre, chaque numéro prend de plus en plus de retard, donc ça semble un peu plus compliqué à mettre, mais en même temps il doit être beaucoup plus occupé qu'à l'époque, j'imagine. Mais en tout cas, les premiers avis sont quand même que c'est toujours aussi brillant. Ok, donc passons à une autre BD que je ne connais pas et dont Gillo va nous parler, qui s'appelle 1602. Oui, 1602. Alors à l'époque, il y a quelques années, ça a fait grand bruit parce que c'était l'arrivée de Gaiman chez Marvel Comics, puisque justement il avait travaillé qu'avec DC jusque-là. Les frères ennemis. Oui. Et alors donc, avec le recul, ça reste quelque chose de très sympa à lire, je trouve, parce que notamment pour le traitement des personnages qu'on connaît bien, donc les 4 Fantastiques, Doctor Doom, etc. Bien sûr, Doctor Strange aussi. Oui. Et donc voilà, ça se passe en 1602. Retour en arrière, Angleterre élisabéthaine, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pareil, c'est bourré d'idées, c'est très malin.
Après, est-ce que c'est Un apport exceptionnel. Oui, est-ce que c'est une œuvre à retenir particulièrement si on devait en citer une? Non, je ne pense pas, mais en tout cas c'est très agréable, très fun et très bien mené. Il y a d'ailleurs eu une suite, ça a eu tellement de succès, ça a eu beaucoup de succès qu'il y a eu une suite dont il n'est plus scénariste par contre, et qui ne s'appelle pas 1604, private joke. Et donc voilà, mais en tout cas dans l'univers des comics ou des romans graphiques, l'auteur s'est vraiment aussi illustré, et notamment plus récemment avec une sortie toute fraîche dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Nous allons donc laisser Alessia le prononcer. The Sleeper and the Spindle. Donc comme son nom l'indique, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Puisque The Spindle veut dire roué. Et Sleeper, c'est celui qui dort. Jusque-là, tout va bien. Sorti très récemment chez Bloomsbury et illustré par Chris Riddle, qui a illustré Nobody Owens. Oui. Donc c'est une sortie que j'attendais énormément. Que dire ? C'est un très bel objet. Je veux dire, les quand ça commence comme ça, généralement, ça commence très mal. C'est mal. Alors visuellement, il est très sympa sur votre bibliothèque. Vraiment, il est merveilleux. T'as trouvé ton premier rendez-vous Ouais, sympa. C'est sympa, c'est ça. Le papier est de très bonne qualité. On s'est bien marré. Les pages sont très épaisses. Non, c'est-à-dire, vraiment visuellement, il est très beau. Les illustrations sont de très grande qualité, en noir et or. Enfin, je trouve que visuellement, c'est très très beau. Après, quand on parlait de Stardust étant court, celui-ci fait même pas 70 pages. Ok. Donc voilà. Et c'est pas écrit sur toute la page. C'est pas écrit sur toute la page. Il y a des dessins. Il y a des dessins sur la page. Des fois, il y a des doubles pages de dessins. Donc, clairement, ça ne vous prendra pas longtemps à lire. Après, qu'en dire ? Il y a plein de choses, il y a plein de trouvailles qui sont vraiment intéressantes dans la réécriture du conte lui-même. Oui. C'est sûr, parce qu'on l'a déjà lu, La Belle. Oui, mais là, non, mais excuse-moi, mais et c'est moi, ça qu'on a déjà un peu ouais, vu. moi j'ai vu Maléfique en plus, donc c'est bon. Hein. Ouais, non, c'est mais vrai. là, Je retente Ça pas, suffit. ça suffit. Est-ce qu'il y a Angelina Jolie ou pas ? Ah, Ah, ça me parle. voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas Pas l'image. Deux femmes nues faisant l'amour. Mais non, Non. tu spoil. Bon, en tout cas, il y a une image dans ce roman qui, tout d'un coup, Et donne, voilà, donne et qui une est ouverture, celle qui a fait énormément de publicité. C'est comme dans Maléfique. c'est ça. Non mais voilà, mais Neil Gaiman quelque part avait pas prévu ça du tout et je lui en ai parlé justement parce que je l'ai rencontré, c'était la semaine de la sortie du livre. Et je lui ai dit, mais enfin, tout le monde ne parle que de cette image. Il fait, mais oui, enfin, personne parle plus du bouquin. Donc, il était vraiment très surpris que cette image prenne tant d'ampleur. Donc, c'est une des choses qui diffèrent du conte original, comme on peut s'en rendre compte. Mais c'est vrai que quelque part, je suis un peu... Enfin, il y a très bonnes choses. Mais quand on parle de plusieurs niveaux de lecture, par exemple, pour des livres comme Nobody Owens ou L'Océan au bout du chemin ou tous les autres, là, j'ai trouvé que... C'était un peu moins. On trouve pas vraiment ce double niveau de lecture. Gilo. Oui, je voudrais juste préciser que c'est prévu chez Albin Michel prochainement, donc en VF, et le format sera conservé. D'accord. Ce serait Alors, bien qu'il après, le sorte. cartonné, je sais pas, mais Qu'il le sorte pour le Noël, mais ça me paraît un peu court. Avec une police Oui, un a peu plus priori, grosse non, je peut-être pense pour pas, faire mais- quelques pages de plus. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a juste dit que ça serait chez Albin Michel. Bien. Alors voilà, Gilo. Oui, je voudrais juste apporter un petit plus dans les choses qu'on va peut-être aborder rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé et qu'il nous reste encore pas mal de choses, mais c'est aussi les anthologies. Notamment, on le connaît pour Miroir et Fumée, Des choses fragiles, donc des et puis celle dont on a parlé tout à l'heure qui va sortir. Donc des anthologies où il signe toutes les histoires, voilà. Et puis aussi, il a également participé à d'autres anthologies, simplement pour apporter son histoire à lui, voilà. Et en général, on s'aperçoit qu'il est aussi, enfin, moi je considère qu'il est aussi très doué dans le format de la nouvelle, et tout autant que dans le format plus long du roman. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez lu Miroir et Fumée ou Des choses fragiles, mais en tout cas, je trouve qu'il a le chic pour trouver une bonne idée qu'il arrive à mener à son terme sans faire trop. Enfin, sans que ce soit ni trop long ni trop court pour le coup. Il arrive bien à doser. Oui, je parlais tout à l'heure de sa nouvelle d'Halloween, mais effectivement, pour moi, Des choses fragiles, c'est quelque chose qui touche à la sensibilité très rapidement et oui. C'est sûr. Des choses fragiles, sensibles. Ouais. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est facile. Pardon. Il nous manque un petit jingle grosse tête. Un jingle Michel Denisot. Pardon, désolé.
Et effectivement, comme je le disais à propos de sa nouvelle Halloween, il a cette capacité que n'ont pas tous les auteurs de romans de passer tout d'un coup à la nouvelle en étant très efficace et en touchant assez droit au but à chaque fois. Et si on fait cette référence au... Non, pas le bilan, on a encore des pages. Non, mais... si on fait cette référence au format court, et je pense qu'on peut aussi évoquer du coup le fait qu'il participe à l'écriture de scénarios pour des séries télé, et notamment pour une en particulier. Oui, Kilo. Alors non, je ne risquerais pas le prononcer, mais je voulais juste préciser qu'il a aussi, parce qu'on va parler d'une autre série plus actuelle, mais il a aussi travaillé sur Babylon 5 par exemple. Voilà, c'était juste en passant. Oui, c'est son côté, enfin, comme on disait tout à l'heure, Jack of all trades. Il peut écrire Touche pour à tout, tous les oui. publics, pour tous les Protéiforme. formats. Voilà, il est vraiment adaptable. On dit pas Jack of all trades maintenant parce que ça me fait peur, ça fait penser à Profiler. On dit touche à tout, madame. Touche à tout. Et mais donc oui, enfin, comment évoquer Gaiman sans parler de Doctor Who? C'est, enfin, pour les gens qui aiment Doctor Who, il a sans doute fait le meilleur épisode de tous les temps. Enfin, vous réagirez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Gilo. Je ne suis pas d'accord. Vas-y. Non, mais vas-y, finis d'abord d'expliquer. Non, mais enfin, la femme du Docteur est pour moi un des meilleurs épisodes de Doctor Who qui a jamais été fait. Eh bien, quitte à me contredire de ce que pas plus tard que par rapport à ce que je disais il y a 2 minutes, je trouve au contraire que l'idée est très bonne et je suis moins fan de l'exécution, on va dire. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'exécution est due à Moffat ou est-ce que l'exécution Oui, est après, due à Gaiman? C'est la question de le lien entre le scénariste et le réalisateur. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont pas toujours fans de tout ce que fait Moffat. Ne me lancez pas sur Moffat. D'accord. Mais voilà, qui est le dernier réalisateur des épisodes de Doctor Who. Scénariste, enfin producteur scénariste. Ouais, producteur, scénariste, réalisateur. Enfin, il fait beaucoup de choses dans la série et du coup, par moment, on peut penser que si l'idée de base, comme le dit Gilo, est intéressante, parfois le traitement semble pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Moi, je suis vraiment une fan. Alors, une fan, c'est pas le mot, mais une amatrice de la dernière heure de Doctor Who, et donc j'ai pas de background très, très, très prononcé sur cette série, dans laquelle j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entrer. Et il a fallu des épisodes très particuliers. Donc, sur la femme du Docteur, j'ai du mal à me prononcer, en fait. C'est un épisode sur lequel la présence de Gaiman me semble pas si évidente que ça, son influence non plus. Enfin voilà, j'y suis pas. Mais là, c'est un peu du domaine du goût hyper personnel de chacun. Et après, ce qui est intéressant avec Doctor Who, c'est qu'il est à la fois scénariste, mais il est aussi lui-même fan de la série, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'implique. Quand il y a eu les changements au niveau du Docteur, c'est aussi... il est aussi intervenu pour dire « Ah tiens, c'est marrant, encore un homme !» Donc il a fait partie de ceux qui ont exprimé une opinion différente de celle de Moffat. Il s'implique vraiment à la fois, et enfin il est... Ouais, c'est comme le pape. C'est Pardon. comme le quoi? Le pape. Bref. Et d'ailleurs, Le même Pape. même au niveau des scénaristes, récemment, justement, il a aussi fait remarquer, comme ça en passant, que ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu une scénariste pour un épisode de Doctor Who. Oui, tout à fait. Et là, il espère en fait vraiment pouvoir retravailler sur la série, mais c'est vraiment surtout une question de temps. Et bon, il voulait travailler avec Capaldi, mais comme il vient de signer pour 2 saisons, ça lui laisse encore un petit peu de temps. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il dit très régulièrement sur le côté une femme. C'est pour moi clairement le signe de son implication et de sa communion d'esprit avec son épouse, parce que Amanda Palmer, c'est une féministe convaincue, quelqu'un qui fait beaucoup pour la cause féministe dans le monde, et qu'elle soit mariée à Neil Gaiman, c'est pas un hasard, quoi, et qu'il lui ait ce genre de sortie et ce genre d'opinion sur la place de la femme ou la place des femmes dans cet univers de Doctor Who qui parfois laisse un peu à désirer, c'est pas étonnant. Alessia ? Engagement d'ailleurs que l'on retrouve notamment dans The Sleeper and the Spindle, notamment par le choix des héroïnes, et ce n'est pas pour rien, il a dit lui-même que Chris Riddell et lui ont décidé de dédier chacun ce livre à leur fille. Il y a vraiment une volonté de transmettre un message différent.
Bien. Est-ce qu'on peut faire le tour, même si on l'a bien abordé maintenant, des thématiques de prédilection de Gaiman, des choses qui semblent se retrouver de façon fréquente dans son œuvre? Oui, Gillo? Oui, pardon, c'est là-dessus que je voulais parler de bilan tout à l'heure. Oui, alors, je l'ai déjà un peu cité moi aussi, mais c'est vrai que peut-être, comme ça, spontanément, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être des personnages souvent en marge. Donc que ce soit des enfants ou même Morphée justement dans Sandman, un cadre justement entre fantaisie et réalité, mais presque toujours ancré dans le réel. Voir aussi un certain romantisme dans le, en tout cas dans Sandman, je trouve parfois moins évident peut-être dans d'autres œuvres. Mais voilà. Bon, après, vous l'avez peut-être dit beaucoup mieux que moi tout à l'heure en parlant des autres romans abordés. Mais... Alors moi, c'est marrant. Quand je pense à Gaiman, je pense à un victorien moderne. C'est-à-dire qu'il y a ce côté sombre, enfin un peu comme Burton, quoi. Il y a un côté sombre et... C'est les cheveux. Non. Non, parce que Gaiman est quand même plus beau que Burton, enfin, selon mon sens de la beauté personnelle masculine. Voilà. Il y a quelque chose de la tasse de thé. Voilà, il y a quelque chose d'un côté très anglais dans la vision du monde et dans la vision des choses, dans une certaine forme de politesse, dans une certaine forme de noblesse, quelque chose qui est voilà ce que je disais, presque vectorien, mais en même temps qui est très moderne et qui est très... Coraline, c'est une petite fille de maintenant, il n'y a pas de question sur est-ce qu'elle est plus ou moins importante parce que c'est une héroïne plutôt qu'un héros. Enfin voilà, chez Gaiman, il y a une réelle modernité avec ce côté... un peu respectueux et qui peut sembler parfois suranné de la vieille Angleterre, même si on peut clairement ne pas le trouver. Il y a pas de côté colonialiste du tout dans sa façon de décrire le monde, les gens, les choses, mais il y a quelque chose de victorien. Je sais pas comment le dire un peu mieux. Alicia ? Et au niveau c'est quelqu'un qui est énormément conscient des choses, de ce qui se passe autour de lui. Donc ça retrouve à la fois dans sa façon d'aborder l'enfant et l'adulte qui est encore un enfant, donc ça se retrouve à la fois dans ce dialogue intérieur en fait qu'il crée entre ses personnages et leurs alter-ego souvent, mais aussi dans son rapport au monde, ce qu'il inclut par exemple Neverwhere, ce que l'on évoquait tout à l'heure, tout ce qui était la réécriture sociétale. Il y a le monde extérieur s'insinue de toute façon dans ses romans parce que il a cette conscience-là de ce qui va, de ce qui ne va pas, et il les met dans ses récits. Gillo ? Oui, après ce objectif, il faut dire qu'autour de cette table, 3 personnes l'ont déjà rencontré, ce qui aide peut-être à l'apprécier, et peut-être que si Geeks avait eu le plaisir de croiser son regard pénétrant, il aurait été fasciné lui aussi. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas parlé des points de charisme. Et là, le perso est un peu hors norme. Qui sont, dans son cas, oui, extrêmement importants. C'est les cheveux. Non, on a déjà dit cet argument est invalide. Mais cela dit, c'est ce qu'il met souvent en avant. Mais je ne crois pas qu'on puisse réduire à ça. On va aborder la question de sa popularité sur Twitter, de sa popularité sur le net, partout. Il est partout. À la plage, à la montagne. Chez McDo. Ah, n'importe quoi. Certainement pas. Et à la plage, il finit tout nu presque. Ah bon ? T'as pas vu ? Non. Ice Bucket Challenge, il l'a fait. Et comme tout le monde s'attendait à ce que sa douce épouse dévoile ses formes féminines, elle ne l'a pas fait. Et il a dit ok, moi j'y vais. Et il est tout nu sur la plage. Ok. Il va falloir que je me penche sur la question. L'idée, c'est quand même un auteur au-delà de nous, ce qu'on dit autour de la table et de l'appréciation qu'on a démontrée jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui a une popularité par les idées qu'il exprime et par ses choix et par sa... Enfin voilà, moi je me souviens du moment où son chien est sur le point de mourir et... oui, moi aussi. Ah non, ça par contre, j'ai pas envie de pleurer pendant le podcast. C'était vraiment triste. Non mais enfin voilà, quelqu'un qui tout d'un coup, enfin tout le monde réussit pas à intéresser au-delà de ses fans le fait qu'il était en train de perdre ton chien, quoi. Tu vois, je pense que si demain Nicolas Hulot m'annonce qu'il perd son chien, j'en ai rien à... Enfin, tu vois, il y a plein de gens dont on se... Bref. Mais même si on est très très fan des animaux, il a une capacité à être dans l'émotion, dans le réel, dans la...
enfin, je pense qu'on a tous en tête, ceux qui le connaissent en tout cas, ont en tête son discours devant à une université où il était invité, discours qui finit par cette fameuse phrase Make good heart, qui est sa façon de dire à des jeunes qui vont se lancer dans la vie, l'important c'est de faire ce que vous aimez et de le faire bien. Et Gillo parlait tout à l'heure de son côté artisan. Oui, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui considère que si on fait les choses avec passion, avec amour et en les faisant bien, et ben on y arrive. Et ça, c'est quelqu'un, humainement, ça le rend très particulier et très charismatique. Alessia ? Oui, il y a aussi son investissement récemment pour les bibliothèques. Il a écrit un discours pour parler de l'importance de la bibliothèque, du fait qu'il fallait les faire vivre, qu'il fallait s'impliquer. Et d'ailleurs, le Diable Vauvert a édité ce discours et vous pouvez d'ailleurs leur demander, parce qu'il n'est pas là pour être vendu, il est là pour être partagé, car ils ont conscience de l'importance du message, et donc c'est une façon de le transmettre plus aisément. Et donc, pour ceux qui le suivent sur Twitter, Mervyn nous en a parlé dans cette préparation de podcast, il a vraiment un côté cool hipster qui devient vraiment quelqu'un qui a une fanbase fidèle, de gens qui le suivent tout le temps. Gaiman, c'est le genre de type qui sur Twitter dit hey les gars, j'arrive dans telle ville, où est-ce que je vais manger ? Et un flot de réponses. Oui, Gillo ? Non, mais il a aussi été un des premiers à avoir un blog vraiment où il partageait beaucoup avec ses lecteurs. Et je veux dire, quand il parle de ses abeilles, par exemple, parce qu'il fait aussi, il est aussi apiculteur. Enfin, il a des ruches. Il a des ruches. Voilà, il a des ruches. Et c'est des choses qu'il fait partager. Là aussi, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est vrai que ça le fait sortir de la case style l'auteur qui s'adresse à ses lecteurs que pour leur dire que son nouveau roman sort, et puis qu'il garde le silence pendant 3 mois ou 6 mois. Comme le dit Mervyn, c'est pour vous donner pour ceux qui le connaissent pas, pour vous donner une petite idée de sa popularité, Neil Gaiman a son personnage dans Les Simpsons, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. A priori, Sheila, c'est pas prévu. Et dans Arthur. Et dans Arthur. Oui, avec des falafels. Il apparaît dans des falafels. Oui. Tu t'en rappelles ? Et d'ailleurs, dans Les Simpsons, on apprend qu'il ne sait pas lire. Ce qui est quand même balèze. C'est compétent pour écrire, ouais. Oui, mais c'est vraiment quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour montrer qui il est en tant que personne, la personne au-delà de l'écrivain, qui va justement utiliser sa notoriété, notamment là récemment quand il a visité des camps de réfugiés. On lui avait demandé au départ d'être porte-parole. Il avait une simple vidéo. Évidemment, tous les gens qui suivent Neil Gaiman sur les réseaux sociaux ont partagé, ont fait tourner, etc. C'est devenu totalement viral. Donc les gens de l'association lui disent « Est-ce que ça te dérangerait de refaire la même chose ?» Et donc du coup, il s'est vraiment investi parce qu'il a un poids derrière et il fait quelque chose de ce partage qu'il crée. C'est vraiment dans les deux sens. Et c'est quelque chose de vivant. Et qui va au-delà du simple univers de l'imaginaire. C'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que c'était surprenant ce moment aux Utopiales où quelqu'un dit « Mais c'est qui sur scène ?» Parce que je me dis « Mais c'est pas possible d'être à ce point... Maintenant, si on n'est pas très fan de réseaux sociaux, si on n'est pas très fan de Twitter... on peut complètement passer à côté de cet engouement pour Gaiman qui existe pour d'autres auteurs ou pour d'autres personnes, mais avec, là encore, c'est le mot que j'ai utilisé depuis le début, la transversalité dont Mervyn a parlé aussi, qui est due à son lien avec Amanda Palmer, qui est la chanteuse des Dresden Dolls, donc qui là aussi touche un univers tout d'un coup. Enfin, quand ils tweetent des choses ensemble ou quand ils font des publications ensemble sur Facebook, tout d'un coup on touche les fans d'imaginaire, les fans de musique. Palmer, elle est fan et elle est très pro cause féministe, comme je l'ai déjà dit, avec un côté défense anti-slut shaming. Elle se positionne très régulièrement sur des choses importantes. Elle est reprise dans des magazines, dans le Huffington. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un dont l'opinion compte peu. C'est tous les deux, je pense qu'on peut maintenant les placer au rang de leader d'opinion. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de trender, hein, de gens qui donnent une impulsion vers un intérêt, vers des choses qui humainement touche plus loin que le simple fait d'écrire dans l'imaginaire. Oui, Gillo ? Oui, non mais c'est juste sur un plan même plus littéraire, on l'a déjà dit aussi, mais c'est vrai que comme son côté touche à tout fait qu'il s'adresse il a aussi bien touché donc au roman, à la BD, aux séries télé, au cinéma. Bon, je pense pas qu'il a gagné beaucoup de fans en étant scénariste de Beowulf, mais ça c'est encore autre chose. Ou même aussi la radio.
Vu Oui, qu'il a oui. scénarisé Oui. certains de ses romans et travaillé aussi beaucoup pour la radio. Sur la BBC, Oui. il y a des choses Donc ça adaptées parle qui sont- pas ouais. mal aux anglophones. Bon, est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il ait aussi toujours un peu un pied dans le réel est quelque chose qui explique son succès au-delà de l'imaginaire? Oui, bah, c'est vrai qu'on le mentionnait dans ces thématiques, je pense que ça évite de rebuter les gens pour qui la fantasy c'est des gros barbares en fourrure et Ou des grosses trolls et épées, des lutins. ou des elfes à moitié nus, etc. Forcément, c'est Je croyais que c'était que les oreilles qui étaient dénudées, finalement, non? non, mais du coup, voilà, forcément, c'est peut-être moins repoussoir vis-à-vis d'un certain type de public, sans compter que, faut pas oublier, le format, en fait, de ces ouvrages, comme on n'est pas obligé comme ils suffisent à eux-mêmes, que c'est des one-shots, du coup, on se dit pas, ah, si je commence, j'en ai pour 10 tomes. Là, on sait qu'il n'y a pas de suite, ou très peu, et du coup, je pense que c'est aussi un argument de poids justement pour cette popularité, parce que finalement on sait on se lance pas dans une série de 4000 pages. C'est le modèle de la littérature traditionnelle. Tu fais un bouquin, t'as un début, une fin, t'as pas 15 tomes. Et sans compter qu'il est très régulier dans ses parutions, parce que finalement tous les 2 ans on a un roman qui tombe en général, donc ça aide aussi à rester il y a 2 approches, soit on cultive soit on publie un roman tous les 7-8 ans, donc à Martine, et pendant ce temps ça fait monter la pression, etc., les rumeurs, soit on est très régulier Amélie Nothomb. oui, voilà, c'est Voilà. genre tous les ans. Pour aller de l'autre côté de l'échelle. On parle de vrais romans en fait. Donc, Pas de fonctionnaire de la littérature, On c'est ça? parlait de Ouais, c'est régularité littéraire où ton roman sort tous les 1er septembre de chaque année. Mais en tout cas, je pense que chez Gaiman, oui, ça aussi, le fait finalement d'occuper le terrain, ça joue aussi pour ne pas être oublié. À un âge où tout va très vite, etc. Peut-être. Avec un peu de contenu quand même. Pour ce qui... Ah oui, bien sûr, mais... Ouais. Alors justement, comme Gaiman est un auteur régulier et qu'il dépasse le monde de la littérature, qu'est-ce qu'on peut dire sur les adaptations à venir de ces univers? Alors il y en a beaucoup en fait, on va commencer par American Gods qu'on a abordé tout à l'heure. Donc très brièvement, c'est Brian Fuller, donc Dead Like Me, Pushing Daisies, Hannibal, qui est showrunner sur la série, donc qui s'occupera producteur exécutif, etc., qui chapeautera tout l'ensemble. Ce qui est déjà un signe de grosse ouais, qualité. de qualité quand même. Hein. Et On y donc c'est croit. prévu sur la chaîne Stars, donc ça par contre c'est moins un signe. alors, là, on y y croit a moins, là. des points. Ça peut Bah, être... c'est tout ou rien. Mais quoi. pourquoi Voilà. c'est plus sur HBO? Qu'est-ce qui parce qu'ils ont pas Ils ont pas validé. Oui, mais ils ont pas pas de- validé. Pourquoi? Ils ont dit que c'était parce nul. qu'ils ont pas senti le truc. Parce qu'ils ont acheté Fondation. C'est vrai? Non, mais ils ont pas senti simplement. Ils ont pas vu comment le. Non, mais là on parle plus de Neil Gaiman. Ils ont acheté Fondation du coup. Effectivement. Si tu veux tout savoir, mais ça. Et donc c'est prévu en 2000. Enfin, a priori c'est prévu en 2016 parce que le tournage n'est pas censé commencer avant mi-2015. Donc forcément, ça serait un peu difficile d'arriver en 2000 pour arriver la même année. Et on parlait d'Anansi Boys qui est un ouvrage dans le même univers. Lui il devrait être adapté en mini-série par contre et par la BBC. Donc là aussi prochainement, mais ça c'est un peu BBC qui me semble plus en mesure d'adapter des univers à la Gaiman, quoi. Enfin, quand on sait ce qu'ils sont capables de faire d'un Terry Pratchett ou Oui. Après, de oui, Doctor effectivement. Who, il y a quand même un sens du traitement de l'imaginaire chez les Anglais qui parfois marche super bien. Alors, ça peut ne jamais trouver son public, hein, c'est ça qui est étonnant, mais ne jamais trouver un certain public. Et puis après, ils s'impliquent à la fois autant audio que vidéo. C'est ça qui est bien avec la BBC, c'est qu'ils vont travailler sur ces mondes imaginaires, mais sur plusieurs supports pour parler à d'autres gens. Donc il y a aussi l'étrange vie de Nobody Owens, mais alors ça c'est un peu un serpent de mer, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant un temps, après on en parle moins, etc. Donc on sait pas trop, ça aussi entre films d'animation, films en prise de vue réelle, plusieurs réalisateurs ont défilé. Personnellement, j'avoue que c'est un peu le flou pour l'instant, je dirais. Personnellement, j'avoue que ça me va. On avait compris. Sinon, Sandman aussi, surtout, donc avec Joseph Gordon-Levitt qui sera donc au minimum producteur et scénariste et qui pourrait jouer Morphée. Moi, pourquoi pas, je ne sais pas si je le verrai dans le rôle, mais après tout, c'est un acteur que j'aime bien, ça tout le monde s'en fout. Et, Non, on est content. Enfin, moi, je l'aime bien aussi. Moi, j'aime du bien moment aussi. qu'il fait. Ça Qui dépend refait de pas quoi des on parle, trucs, si on parle de Don John donc ou quoi. du reste.
Non, Comme- Don John, j'avais bien aimé. Disons que s'il joue Morphée comme Don John, ça, Ah oui, c'est ça va sûr. être spécial. Non, mais je pense à sa participation à ce film débile à 12 000 degrés. Mince, comment que vous aimez tous Batman. Non, là aussi, débile à 12 000 degrés, mais bon, ça, je vais encore me faire des amis. Non, un autre sur le Inception. Voilà, Inception. Oh, t'as je bien t'en prie, Inception. please. J'ai Et le droit donc de- c'est chez la Warner justement parce que DC Warner, c'est Warner qui possède tous les droits des adaptations DC. Donc là aussi c'est vraiment, enfin là cette fois on en parle depuis des années là encore, mais cette fois ça a l'air vraiment lancé pour de bon. Et puis sinon de bons présages, on parlait tout à l'heure des versions, enfin de la radio qui arrive en version après Neverwhere justement récemment, qui arrive en version audio aussi chez la BBC prochainement. Alessia. Et donc, on peut peut-être espérer aussi quelque chose d'original de la part de Gaiman pour la radio, car c'est un projet apparemment qui lui tient à cœur, un média qui n'a pas encore vraiment réellement exploité, si ce n'est par le biais des adaptations, et qu'il aimerait écrire quelque chose spécifiquement pour la radio et notamment pour la BBC. Donc voilà, c'est encore un planning très chargé. Bien. Donc je crois que on va maintenant vous demander quel est votre roman préféré, même si ça a déjà été abordé. Pour Giggs, ça va aller vite. Ouais, il y en a pas. En même temps, tu n'en as pas lu beaucoup, donc c'est J'en ai pas lu normal. beaucoup. Par contre, j'avoue que je suis plutôt attiré par American Gods. Après Stardust, je pense pas que ce soit vraiment pour Non, moi. je te le déconseille. Mais c'est court donc tu peux... Non, ouais. mais non, lui déconseille. Non, On Ne lui- le braque pas. Après, Ah, il va la- venir nous dire qu'il a pas aimé, ça sert à rien. Ouais, voilà, je vous en vouloir, j'aurais perdu du temps. Bref. À la limite, ouais, peut-être essayer aussi Sandman, mais il faudrait vraiment que je. Tu commenceras par le film. Que tu lises en braille, juste les phrases. Faudrait vraiment que je mette des lunettes spéciales ou quelque chose comme ça, quoi. On fera la lecture. Quelque chose qui m'empêche d'aller chez l'ophtalmo après. Ouais, voilà. Enfin, moi, c'est American Gods, par contre, me tente. Ok, Vraiment. on a déjà réussi ça. Gilo, pour toi? Alors moi j'hésite entre Neverwhere, Ah bah, comme quoi. putain. On n'est pas grossier, monsieur, s'il te plaît. Ah bah dis donc. Et American Gods justement parce que moi j'avais vraiment adoré Nobody Owens à la lecture, justement pour le côté mais bon c'est pas possible, pourquoi personne n'y a pensé avant. Même si apparemment je ne suis pas le seul à avoir cet C'est un avis. peu analytique comme lecture, c'est pas seulement dans le ressenti. Donc. Mais après j'ai conscience que c'est pas forcément son ouvrage le plus abouti ou le plus ambitieux, etc. Même si quand on parle d'ouvrage préféré c'est pas, enfin c'est aussi un coup de cœur, ça dépend pas forcément de critères objectifs on va dire. Mais non, je pense que l'univers d'American Gods, même ses personnages comme Ombre, le héros, etc. m'avaient vraiment marqué à l'époque de la lecture. Il y a certaines scènes qui sont quand même assez saisissantes. Et puis Sandman aussi, donc ça fait 3 finalement. Sandman aussi. On avait que, dit, hein, bon, c'est pas grave. que vraiment je vous invite à essayer si vous pouvez. Et en tout cas oui, c'est vraiment je pense un sommet de la bande dessinée en général, que ce soit US, franco-belge ou quoi que ce soit, tout mélangé. Donc vraiment pour moi c'est à ne pas rater. Alessia? Oui, pour moi, ce sera Stardust. C'est voilà, quand je suis arrivée pour le rencontrer, j'avais ramené ma pile de Gaiman et on m'a dit il faut en choisir un. Voilà, et je me suis retrouvée Grave dilemme. oh mon dieu. Et donc du coup, celui que j'ai pris c'est Stardust et je pense que c'est vraiment cet univers-là qui m'a vraiment énormément parlé, qui m'a beaucoup plu. N'en déplaise à certains, mais c'est vrai que moi il m'a beaucoup parlé. Et après bizarrement, l'océan au bout du chemin se ferait justement un chemin dans mon petit cœur. Il m'a vraiment beaucoup plu aussi. Gilo? Oui, non, j'ai oublié, en parlant de Sandman, je suis désolé, de roman graphique, j'ai oublié finalement si vous voulez découvrir Sandman, à la limite, même si c'est pas directement lié à l'histoire principale, mais il y a aussi un roman graphique justement, ou une novella, je sais pas, donc illustré par Yoshitaka Amano, qui est vraiment c'est Final Fantasy. Voilà, les chasseurs de rêves, je crois. Non, c'est peut-être pas ça du tout. Enfin, en tout cas, c'est très joli, c'est un très bel objet, et c'est celui que je lui avais fait signer à l'époque quand il m'avait demandé est-ce que la traduction était bonne. Là, j'avoue que j'ai pas trop su quoi lui répondre, mais c'est très court, c'est très poétique, ça se passe au Japon, etc. C'est vraiment un conte. Pour le coup, c'est vraiment aussi un conte magnifique. Alors, on sait que pour Aka, le roman préféré est
je vais retrouver son nom tout de suite dans mes fiches. De bon présage, non? Non, pour lui c'est Stardust. Donc, qui dit Nous sommes deux. un petit bijou à la mode conte de fées qui nous emporte littéralement dans un univers enchanté où les étoiles sont de jolies jeunes femmes et les successions quelque peu violentes. Une fraîcheur se dégage de ce livre qui fait qu'on le repose avec regret et qu'on saute sur l'occasion de le reprendre. C'était donc la vie d'Aka. Mervyn ne nous a rien dit, mais je crois que c'est pas un peu comme bizarrement, un peu comme. Bah lui, il pense que comme tous les cool hipsters, il a un côté surcoté. Donc, oui, mais là, il parle surtout de la partie surcotée en Twitter. Quoi, oui, en tant c'est qu'auteur, ça. Je crois qu'il n'est pas hyper fan non plus, mais il nous le dira préfère éventuellement quand sur le forum. S'il n'y a pas 10 tomes, ça passe pas. Pour moi, le roman qui est vraiment celui qui m'emporte chez Gaiman, c'est Coraline. Je reste fascinée par sa façon de faire passer la vie de cette petite fille, ce court moment de vie comme étant une énorme aventure à la façon d'Alice qui aurait mal tourné, même si ça tourne pas très bien pour Alice non plus, mais là en l'occurrence, voilà, il y a un côté. Il y a un côté beaucoup plus, il y a un côté l'héroïne qui se dépasse et qui va au-delà de ses peurs que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Gilo ? Oui, non, c'est juste, j'aurais une petite anecdote en plus. Mais on Parce t'en que prie, là, on parle fais-nous rire, vas-y. Non, mais c'est pas spécialement drôle, mais puisqu'on parle de nos avis, nos opinions sur les romans de l'auteur, ou ses BD, juste préciser qu'il a un regard assez détaché par rapport à la critique, puisque par exemple, il expliquait qu'à l'époque de Sandman, quand ça sortait numéro par numéro, certains numéros étaient vraiment détestés par les lecteurs sur le coup. Et puis avec le recul, 10 ans après, au format recueil, en fait, quand on a plusieurs numéros, enfin thématiquement, hein, certains des numéros les plus détestés à l'époque ont été encensés, etc. Donc du coup, en fait, il dit que par rapport aux critiques, il en tient jamais compte à chaud. Voilà. Ça me semble un fort nous, bon pour conseil. Pour le coup, nous avons tous des opinions à froid, puisque ça fait longtemps qu'on a lu ces romans. Bien, et bien pour finir ce podcast sur Neil Gaiman, je voudrais vous lire la dernière phrase. Tant pis, je tente le coup avec Cyrielle à côté qui pourrait le faire mieux que moi en anglais, mais tant pis, j'y vais quand même. Donc ce discours dont je vous ai parlé et qui pour moi est un excellent moment, vous le retrouvez en vidéo, c'est un discours qu'il a fait en mai 2012 pour une sortie, un moment, une cérémonie de remise de diplôme d'une fac. Oui, vraiment, il mériterait d'être publié également comme son discours sur les bibliothèques. Je crois qu'il l'est. Je pense qu'en tout cas, il y a des gens qui ont tiré des t-shirts. On trouve facilement des t-shirts Make Good Art et tout. Voilà, la phrase de fin qu'il dit donc à ces gens, à ces jeunes gens qui sont en train de commencer leur vie d'artiste, ou même de commencer leur vie tout court. Il n'y a pas besoin d'être ce qui est intéressant dans le discours, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste pour mettre en pratique ce qu'il propose. And now go and make interesting mistakes, make amazing mistakes, make glorious and fantastic mistakes, break rules. Leave the world more interesting for you being here. Make good art. Et voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures, de faire vous aussi de beaux objets d'art et de beaux objets, de faire de votre vie quelque chose qui vaille la peine d'être vécu. À très bientôt. Oh, c'est balèze. Là, on dirait du Dumbledore. Ouais. Vous avez 2 heures. Au revoir à tous. Merci Gilo, merci Alessia, merci Giggs, merci à Mervyn et à Aka pour leur participation. Et à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. And now go and make interesting mistakes, make amazing mistakes, make glorious and fantastic mistakes, break rules, leave the world more interesting for your being here, make good art.